Bonjour à tous et merci à tous d'être là. Merci aussi à l'association Explorer de nous avoir sollicité pour organiser cet événement. Ça fait du bien quand même de se voir en physique, même si on espérait beaucoup plus de monde, mais avec le Covid et la situation actuelle, c'est déjà un plaisir de pouvoir vous accueillir et donc aussi personnes qui sont en ligne. Bonjour à tous. Bienvenue donc chez Léonard, qui est la plateforme d'innovation et de prospective pour le groupe Vinci. Je serai amenée à vous présenter plus en détail ce que nous faisons. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet et plutôt laisser place directement aux échanges. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Alors, merci à vous Isabelle et merci à Léonard de nous accueillir. Avant de présenter nos intervenants, alors, on va quand même vous expliquer les conditions de cette petite manifestation et de ce colloque. On voulait faire quelque chose en mots affreux, présentiel, mais on a vraiment des règles, c'est-à-dire d'être assez peu nombreux, donc on a pris le risque, en fait. Et voilà, on a fait une communication pas trop sur tous les réseaux qu'on a parce qu'on avait peur du coup d'avoir trop de monde. Et bon, bah là, je pense que voilà, nous avons respecté les règles. Mais ce qui est, si vous voulez, ce qui est notre but en fait, c'est que nous lancions cette affaire que je vais vous expliquer. Pour l'enregistrer, ça sera sur les réseaux, etc. Et ça sera sur le site des Nouvelles Explorations. C'est quelque chose qui débute et qu'on va vous expliquer. Alors, les incertitudes radicales après le Covid, en fait, c'est dans le cadre du concept des Nouvelles Explorations. Les Nouvelles Explorations, c'est un festival qui a lieu à Royan tous les ans. Cette année, c'est du 16 au 20 septembre, un peu plus tôt que les autres années. En fait, l'idée est partie du malaise, des interrogations, de l'absence ou pas de prospective qu'il y a dans notre époque. Et j'expliquais à mes interlocuteurs que je vais vous présenter que nous avions réfléchi sur l'idée de la pré-Renaissance, en fait, et que nous avions absolument l'impression que nous étions dans une époque très similaire à la pré-Renaissance, c'est-à-dire que nous découvrions toutes sortes de nouveaux sujets scientifiques, même de nouveaux humanismes, peut-être des continents nouveaux à cause du réchauffement, peut-être des continents enfouis à cause de la montée des eaux plus tard, etc. En fait, qu'on est dans une époque de bouleversement, comme l'a été la Renaissance, et que nous étions finalement, nous aussi, des explorateurs de cette époque, exactement comme certains explorateurs, la plupart des explorateurs d'ailleurs, voguaient pour découvrir des îles ou des continents précis, et puis en fait, après tout ça s'est un peu réordonné parce qu'ils en avaient découvert d'autres. Donc à partir de cette idée, on a fait 4 festivals, et donc on va vers le 5e, et on a le plaisir d'élargir, et c'est un peu notre premier signe parisien aujourd'hui, on a le plaisir d'élargir en fait ces explorations à 2-3 grands sujets. Le premier sujet, c'est en fait le thème des trajectoires. Nous considérons que la prospective, ce n'est plus de la planification, même s'il en faudrait de temps en temps un peu, mais que justement ces temps d'incertitude font que nous traçons des trajectoires. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est comment planifier dans ce qui ne peut être qu'une trajectoire, donc c'est un peu compliqué, donc ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est évidemment la différence, si j'ose dire, entre le chemin et le but, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le festival de l'année dernière s'appelait
trajectoire et nous avions eu toutes sortes sur les chemins. Parfois, on a l'impression que finalement le chemin est plus instructif que le but, puisque le but c'est des rampes. Donc ça c'est quand même une des grandes caractéristiques de l'époque aujourd'hui. Puis le troisième, c'est évidemment le Covid, c'est-à-dire que quand on a lancé l'année dernière pendant notre festival notre colloque trajectoire en parlant d'incertitude, on ne savait évidemment pas que nous attendait une grande incertitude et un événement qui n'était absolument pas prévu, même si évidemment dans toutes les projections les pandémies font partie du XXIe siècle, comme d'ailleurs elles ont fait partie d'époques historiques, mais on avait un petit peu oublié ça, en tout cas dans le continent du Nord, et maintenant on voit bien que c'est dans l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. En cheminant dans tout ce monde des idées, nous nous sommes dit que il y avait vraiment un concept qui résumait sur le plan, dans le monde de l'économie, tout ce cheminement, c'est le concept d'incertitude radicale. Et on s'est dit qu'il fallait absolument, immédiatement, faire une réunion là-dessus pour lancer tout ce qui sera, et j'espère qu'on se retrouvera souvent avec beaucoup d'autres, sur ce qui va être un peu notre fil rouge finalement dans l'année qui vient. Alors, j'ai eu du coup le plaisir d'appeler 4 personnes tout à fait imminentes. Alors, je vais commencer par celle que je connais depuis le plus longtemps, qui est Sadi Lalou. Donc, Sadi est directeur. Alors, d'ailleurs, je veux dire, c'est un intellectuel et un professeur, mais il est directeur de l'Institut d'études avancées. Michael Lenné, alors lui, c'est celui qui porte en fait ce concept d'incertitude radicale. Il en a fait son objet scientifique. Il vient de publier un livre qui est sur un sujet un peu différent, qui est l'économie dans les médias. Il nous en parlera juste avant le Covid, je crois. Donc voilà. Donc ça fait partie de ces parutions dont on doit reparler parce qu'elles sont évidemment passionnantes. Olivier Desbier est le chargé en charge de la prospective chez AXA. Et pardon de terminer par la femme, mais c'est justement pour l'honorer. Isabelle qui nous a accueillis, et merci beaucoup. Et Isabelle est chargée de la prospective, c'est-à-dire en fait chargée à peu près de la moitié de l'Institut Léonard, puisque l'Institut Léonard, porté par l'entreprise Vinci, chez qui nous sommes, évidemment fait de la prospective sociétale, s'occupe des signaux faibles, s'occupe de tout ce qui est prospective dans et à travers l'entreprise, etc. Voilà. Maintenant qu'on a dressé le tableau, je pense qu'il est grand temps de vous donner la parole et de nous dire ce que c'est qu'une incertitude radicale, ce que finalement, ce que je trouve très passionnant dans ce concept, c'est que la pensée cartésienne fait que c'est plutôt les certitudes qui sont radicales, en fait. Et là, c'est le contraire. Et c'est pour ça que cet oxymore est, je trouve, extrêmement passionnant. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là parce que c'est ma première conférence post-Covid. Donc c'est aussi quelque chose de neuf. Oui, ça sera bien mieux comme ça. Oui. Donc voilà, puis c'est l'occasion de discuter avec des personnes d'horizons tout à fait différents, et j'espère qu'il y aura un débat fécond qui s'en suivra. Donc l'incertitude radicale, donc une des questions sans doute fondamentales dans le monde post-Covid a été posée par Keynes déjà en 1936, qui est celle-ci, comment triompher des forces secrètes du temps et de l'ignorance de l'avenir ? Donc ça nous amène à la question de l'incertitude, et il convient d'élaborer, pour bien cerner un petit peu le concept, d'en distinguer 2 sources. Une première source qui serait ontologique, ce qui dérive en fait de la nature des choses. Est-ce que finalement, dans les rapports causaux entre événements, entre phénomènes, il n'y aurait pas un aléa qui serait facteur d'incertitude ? Donc ça, on y reviendra. Donc c'est une cause ontologique à l'incertitude et également une cause épistémologique à l'incertitude qui renvoie en fait aux limites de l'entendement humain.
aux limites et aux biais de notre esprit. Puisque nous ne pouvons pas cerner les événements avec donc, certitude, du fait de nos limites. Donc ce sont les deux sources que l'on peut distinguer. Or, dans nos raisonnements quotidiens, dans le train de nos raisonnements quotidiens, nous avons quand même des conclusions. Mais des conclusions, cette incertitude autorise quand même des formes de certitude, des formes de raisonnement, et nous avons des degrés de croyance. Des degrés de croyance, nous avons dans nos anticipations, nous attachons des degrés de vérité subjective à nos anticipations, d'où la tentation de faire de ces degrés quelque chose de numérique. Et c'est là qu'intervient le concept de probabilité. Finalement, on pourrait domestiquer cette incertitude par les chiffres, et c'est ça que nous permettraient les probabilités. Donc, du coup, déjà l'incertitude ontologique, quand on regarde la science moderne, la conception dominante serait celle-ci. Finalement, la causalité serait de nature probabiliste. Dans les sciences dites dures, c'est la conception dominante. C'est ce qu'on appelle, par abus de langage, c'est ce que Karl Popper, un éminent épistémologue, appelle l'indéterminisme, mais à mon avis, c'est un abus de langage. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pensait de la causalité auparavant, dans le monde d'il y a quelques siècles, ce n'est pas si A la cause, alors B est la conséquence. La conséquence suit forcément la cause. Ça serait si A, alors, non, A la cause, alors probabilité P de B la conséquence. Donc finalement, la cause ne fait qu'accroître les chances d'occurrence de la conséquence. Il y a un aléa au cœur de la causalité. Et cela est facteur d'incertitude. Donc ça, c'est une première source d'incertitude, c'est donc l'incertitude ontologique. Et c'est celle qui est présente dans les sciences dures, à des degrés divers, mais même les phénomènes associés au nom de chaos. Si on s'en réfère à l'expression d'un théoricien qui s'appelle Gleick, qui nous dit que le chaos, c'est finalement un désordre ordonné, même là, il y a une forme de calcul qui est autorisée par le biais des probabilités. Même ce qu'on appelle les mouvements browniens, donc des mouvements qui n'ont pas de passé, connaître la trajectoire passée ne permet pas de deviner la trajectoire présente. Même là, il y a une forme d'arraisonnement possible par le calcul probabiliste. Donc ça, c'est la conception dominante dans les sciences dites dures. Et bien sûr, cela, en fait, vient irriguer aussi la conception dominante dans les sciences sociales, et notamment en économie, qui est donc ma spécialité. Voilà, donc ça c'est pour l'incertitude ontologique. Pour ce qui est de l'incertitude épistémologique, on serait tenté d'appliquer le raisonnement, les probabilités au raisonnement, en vue de prendre les décisions les plus rationnelles possibles. Il suffirait pour cela de traduire numériquement nos degrés de croyance, de les multiplier par les degrés de désirabilité que l'on attacherait aux conséquences de nos décisions, et de maximiser le résultat pour obtenir la décision la plus rationnelle possible. C'est ce que nous invitent à faire les modèles dominants en sciences économiques. Ce serait ça qui serait associé à la rationalité. L'une des grandes forces, alors ça oui, évidemment on peut se dire, ça semble très héroïque, ça semble difficile à faire, mais l'une des grandes forces des modèles dominants qu'on a en microéconomie, en fait, donc ça c'est des modèles qui renvoient à un théoricien qui s'appelle Savage dans les années 50, et de nous dire qu'on ne nous parle même plus de probabilité, on ne nous parle même plus de désirabilité des options ouvertes au choix, on nous dit, pour peu qu'il y ait un certain nombre d'axiomes qui sont respectés, qui n'ont rien à voir avec les probabilités, qui n'ont rien à voir avec la désirabilité numérique, tout se passe comme si les individus, en fait, maximisaient, optimisaient le produit mathématique des probabilités par la désirabilité. Donc tout se passe comme si. Donc ça, c'est le modèle dominant en microéconomie. Pour ce qui est de la macroéconomie, on a intégré aussi le fait que les individus décident, des individus immortels, dans les modèles dominants dans l'académie comme dans les banques centrales, même les banques centrales, ça a changé depuis 2008. Donc tout se passe comme si, également, les individus maximisaient le produit des probabilités par la désirabilité qu'on appelle l'utilité en économie. Donc ça, c'est le monde dessiné. Est-ce que c'est le contraire de la théorie des jeux ? Non, la théorie des jeux, ça c'est encore autre chose. Là, c'est parce que... Un peu le contraire. Alors la théorie des jeux, malgré tout, on va être dans un domaine de rationalité. Même quand il y a une indécision de la théorie des jeux, on va quand même être dans l'optique de décider de ce qui est le plus rationnel.
Et l'univers est très prévisible malgré tout en théorie des jeux. L'univers du choix. Donc on reste dans la science économique, en tout cas, on associe finalement la décision humaine à la rationalité. Et la rationalité implique les probabilités. Donc quand on parle d'incertitude, finalement, on reste sur un modèle de degrés de croyance qui sont susceptibles d'une traduction numérique. Alors, malgré tout, il existe des situations où une telle domestication par les chiffres, une telle domestication de l'incertitude par les probabilités n'est pas possible. Et c'est ça que Keynes appelait l'incertitude. Enfin, l'appellation ne vient pas de Keynes. En fait, elle a été donnée plus tard, mais elle irrigue absolument toute l'œuvre de Keynes. C'est ça que l'on désigne, en tout cas, par l'appellation d'incertitude radicale. L'incertitude qui ne peut pas être arraisonnée par les chiffres, qui ne peut pas être domestiquée par les probabilités. Puisque finalement, un calcul de probabilité autorise une forme de certitude. C'est comme le fait de lancer un dé. Finalement, c'est comme si la nature jouait au dé. Si le dé est équilibré, on sait que nous avons une chance sur 6 d'obtenir n'importe quel chiffre. Et cela autorise une forme de certitude, qui autorise le calcul. Donc ça, c'est l'incertitude qu'on va appeler probabilisable. Or, l'incertitude radicale désigne une situation où cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas utiliser les probabilités. Alors pourquoi? Je vais donc délimiter un certain nombre de causes ontologiques, relatives à la nature des choses, la configuration de l'univers, des grands mots, et un certain nombre de causes épistémologiques, donc qui renvoient aux limites de l'esprit humain. Donc dans les causes ontologiques, en se basant sur l'œuvre de Keynes, on peut en discerner 4. Tout d'abord, pour Keynes, qui a en fait commencé, qui est venu à l'économie par la philosophie, il a fait une thèse de philosophie sur le raisonnement en incertitude, et donc dans l'ouvrage qui est issu de sa thèse, qui est paru en 1921, il distingue un certain nombre de causes ontologiques à l'incertitude, et il nous dit la première cause ontologique du fait qu'il n'est pas possible d'utiliser les probabilités, et celle-ci, le futur n'est pas semblable au passé. Puisque utiliser les probabilités nécessite de croire que des causes constantes sont toujours à l'œuvre. C'est ce qui permet de transformer l'observation statistique en loi probabiliste. Or, nous dit-il, cela est en économie, en tout cas pour les décisions les plus importantes, rarement le cas. Donc le futur n'est pas semblable au passé. C'est une première cause. Une deuxième cause, ça c'est un disciple de Keynes qui a introduit ce terme-là, c'est de dire le monde n'est pas ergodique. C'est-à-dire, ergodique est un terme qui vient de la science physique. Quand on dit que le monde n'est pas ergodique, on signifie que le monde est unique, à un haut degré, et pas répétitif. Unique et non répétitif. Là encore, pour dériver de l'observation statistique des lois de probabilité, il faut une certaine constance, une certaine répétitivité de l'expérience. Il faut vraiment que l'expérience puisse se répéter à large échelle, et c'est d'ailleurs ça que nous dit la loi des grands nombres. Donc là, le monde social, en tout cas, Keynes faisait vraiment le départ entre le monde dit des sciences dures et le monde social, qui présente un degré de complexité supérieur, ne serait pas ergodique. C'est la deuxième cause. La troisième, c'est ce qu'un disciple de Keynes, qui s'appelle Shackle, qui a beaucoup réfléchi sur l'incertitude radicale, appelé les expériences autodestructrices. C'est la troisième cause ontologique d'incertitude. C'est-à-dire que l'expérience autodestructrice se renvoie à des situations où le fait de vivre une expérience détruit les conditions de l'expérience. Donc Shackle prenait un certain nombre d'exemples. Il disait, si vous voulez savoir l'effet qu'aura la lecture de tel livre sur vous, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance parce que le fait de le lire ne vous permettra pas de revenir à votre état d'ignorance. Donc vous êtes obligé de le vivre, et le fait de le vivre va changer de manière irréversible les conditions de l'expérience. Il prend comme autre exemple les élections, comme autre exemple les guerres, les batailles, et il a une citation fameuse dans un de ses ouvrages qui nous dit que Napoléon ne pouvait pas répéter une centaine de fois la bataille de Waterloo dans l'espoir que dans un certain nombre de cas, les Prussiens arriveraient trop tard. Aurait-il gagné, la répétition n'aurait plus d'objet, et le fait de perdre rendit la répétition impossible. Le fait de vivre le Covid. Oui. On peut tout à fait trouver des analogies avec la situation actuelle. En tout cas, voilà, dans le monde social, il y aurait un certain nombre d'expériences autodestructrices. Donc, un tel degré d'unicité, les conditions de l'expérience ne pourront pas se revivre parce que le fait de vivre l'expérience détruit les conditions.
de l'expérience. Et bien sûr, quatrième grande cause d'incertitude ontologique, l'innovation. L'innovation introduit des ruptures dans le monde économique. On peut parler aussi de l'imagination, du rôle de l'imagination. Si on voit dans l'imagination autre chose que la simple rencontre fortuite d'idées qui étaient jusque-là séparées, si on met dans l'imagination un élément de radicale nouveauté, à ce moment-là, on est forcé de reconnaître que cela change les conditions du monde, cela change la nature des choses, et donc il y a une incertitude là qui ne permet pas le calcul probabiliste. Donc ça, c'est le panorama des 4 causes, tout à fait dérivé de l'œuvre de Keynes, même si certains... Voilà, ouais. Tous ces concepts, il les développe avant la crise de 29, il les applique à la crise de 29, il les développe à ce moment-là. En fait, alors c'est avant, puisque donc il a soutenu, si ma mémoire est bonne, sa thèse en 1911. Il en a tiré un ouvrage en 1921 qui s'appelle le Treatise on Probability, qui a été porté au nu à la fois par un philosophe très réputé en Grande-Bretagne qui s'appelle Bertrand Russell, comme par un probabiliste français aussi très réputé à l'époque qui s'appelle Émile Borel. Donc c'est un ouvrage qui a quand même marqué les esprits à l'époque. Parce qu'il poussait très loin la tentative d'exploration, c'est finalement une sorte d'exploration des possibilités du raisonnement probabiliste. Si. Donc il va très loin. Il ne varie pas là-dessus, puisque après la crise de 29, quand il écrit la théorie générale, Keynes est connu pour la théorie générale qui a autorisé un certain nombre d'économistes à parler de révolution keynésienne, à partir de la théorie générale en 1936, c'est vrai qu'il bouscule les façons de voir et il y a un changement de paradigme en économie à partir de 1936 et l'introduction de l'œuvre de Keynes. Et en 1936, il se réfère aussi à ses œuvres de jeunesse sur le raisonnement en incertitude. Dans la crise de 30, ouais. Il revisite le concept, il le nourrit. Alors il le nourrit, alors, là où il va être un peu plus... En fait, il s'y réfère, mais il va montrer comment les individus en fait, font pour tenter de surmonter cette incertitude radicale. Ils vont s'en remettre aux instincts qu'il va appeler, parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité littéraire et philosophique, qu'il va appeler les esprits animaux. Les esprits animaux, c'est donc un concept qui renvoie à la plus haute antiquité, la plus haute autorité... C'est comme votre livre, quoi. La plus haute autorité médicale dans l'Antiquité jusqu'à André Vézal, jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle, s'appelait Galien. Et Galien parle d'esprits animaux. Les esprits animaux sont des substances subtiles, mi-feu et mi-air, qui causeraient la sensation et le mouvement. Et en fait, c'est devenu donc on retrouve ça chez Descartes aussi, on retrouve ça en médecine vous voyez, chez Leibniz, chez beaucoup de gens. Et ça finit par devenir une sorte de lieu commun littéraire pour désigner tout ce qui est impulsif, tout ce qui est intuitif. Et on le retrouve aussi bien chez Rousseau que chez Sade. C'est vraiment, ça devient une sorte de lieu commun littéraire. Et Keynes l'emploie et le théorise, l'importance des esprits animaux pour le fonctionnement de l'économie, et à la fois le dérèglement de l'économie. Donc c'est une réponse en fait, et pour Keynes il y a très clairement 2 façons de raisonner, 2 façons d'anticiper, l'une qui renvoie aux probabilités et à la logique, et l'autre qui renvoie à l'intuition, donc il appelle les esprits animaux. Et l'intuition, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne en s'appuyant sur des conventions, ça fonctionne en s'appuyant sur les émotions, l'analogie. Donc Keynes réhabilite l'analogie et le raisonnement métaphorique, le raisonnement analogique et l'association d'idées. Donc c'est tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les théories psychologiques dominantes sur la dualité des raisonnements, parce qu'il y a il y aurait en chaque être humain 2 façons de raisonner, pour schématiser l'intuition et la raison, et l'intuition, ce que les psychologues appellent aujourd'hui le système 1, a beaucoup de caractéristiques que Keynes attribuait aux esprits animaux. Donc on peut tout à fait trouver un prolongement de la théorie de Keynes dans les théories actuelles de la psychologie sur la dualité des raisonnements. Il y a un foisonnement de travaux en psychologie et en neurosciences là-dessus qui est absolument passionnante. Oui. On va... Oui, alors, c'est vrai que j'ai peut-être beaucoup parlé, 17 minutes, mais j'avais encore des choses à dire, mais peut-être... Non, mais on va revenir, si vous... on va revenir parce que il faut qu'on se repose là de ces définitions passionnantes de concepts, qu'on les assimile. Alors, dans les conditions que vous avez données, il y a l'innovation. Et s'il y a vraiment un espace d'innovation, c'est celui-ci.
Et Isabelle, moi j'aurais alors on n'a pas appliqué, peut-être qu'on le fera dans un second temps, tout ce que vous dites à la crise que nous traversons. Donc on est un petit peu pour l'instant dans les projections, comment dirais-je, un peu théoriques si vous voulez, mais c'est justement ça que nous voulons faire, hein. C'est nous appuyer sur la théorie et la philosophie pour comprendre un peu les explorations de l'époque. Comment vous faites, vous? Parce que finalement, c'est assez extraordinaire. Alors, je vais vous le savez, non, je crois pas que vous le sachiez. Moi, je le disais Isabelle en arrivant, ici, vous êtes dans l'ancien siège de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est pas beau, ça? Voilà. Et voilà, ils sont allés ailleurs, et Vinci, donc, est arrivé pour en faire un laboratoire de prospective, d'innovation, etc. Et ce que j'aimerais beaucoup que vous nous disiez, c'est comment, justement, sur quel concept de base vous vous appuyez pour construire la prospective d'une entreprise. Ça vaut d'ailleurs pour vous ensuite, mais c'est nous disions, on discutait avant que notre public extrêmement choisi arrive, et nous faisions le constat que la prospective était plutôt aujourd'hui dans les entreprises que dans l'État, parce que tout ce qui est plan, etc., n'existe plus. Et donc, sur quel fondement vous vous basez, vous appuyez pour développer votre action? Très bonne question. Peut-être donc aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter Léonard, qui est en effet la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Donc on est là pour imaginer le futur des villes et des territoires. Donc on appartient au groupe Vinci, on a aussi la chance d'avoir une liberté d'expression qui nous permet aussi de mobiliser un écosystème large sur cette thématique pour favoriser les échanges et les débats, qui est quand même le cœur de notre mode de fonctionnement, et qui est une conviction en tout cas chez nous, que c'est par les échanges et les débats qu'on va pouvoir aussi construire une vision commune et avancer. Aujourd'hui, avancer seul, c'est plus possible. Donc, il faut pouvoir s'ouvrir à l'externe. Du coup, nous, la prospective, alors peut-être aussi un petit mot aussi sur Vinci. Donc, on connaît les autoroutes. Il y a aussi d'autres métiers. En fait, il y a 2 grosses branches. On est 200 000 salariés, 3 900 entreprises qui sont toutes presque, on pourrait dire, indépendante. Donc on a un groupe décentralisé et très autonome en fait dans son mode de fonctionnement, on va dire. C'est important. En fait, c'est des éléments de détail, mais qui ont leur importance ensuite pour comprendre comment on marche. La spécificité de Vinci, c'est qu'on est divisé en 2 branches. Le contracting, donc c'est là où on retrouve la construction de nos routes, de nos bâtiments, et puis les concessions, donc les autoroutes que l'on gère ou les aéroports. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce groupe, donc c'est quand même une vision long terme qu'il doit avoir, puisque une concession, c'est au moins pour 30, 40 ans, si ce n'est plus. Et les bâtiments, quand on en construit un, il ne faut quand même pas qu'ils s'écroulent dans les 10 jours qui vont suivre. Et pourtant, il a besoin d'agir rapidement et d'avoir une vision aussi court terme pour pouvoir répondre aux appels d'offres et construire sa vision stratégique. Dans tout ce contexte, Vinci a senti que, oui, il y a des tendances qui arrivent, des transformations qui nous arrivent, mais ça restait plus juste des mots, qu'il était temps de pouvoir agir concrètement par rapport à ces bouleversements qui vont nous arriver. Et donc c'est pour ça que Léonard a été mis en place. C'est pour construire, c'est pour agir d'une façon transverse pour l'ensemble du groupe qui est très siloté, c'est ce que je précisais, mais de construire cette vision sur la ville et les futurs, mais pour le groupe Vinci. Donc maintenant, comment concrètement se passe la prospective chez nous et comment on va prendre en compte aussi ces incertitudes, comment on a construit notre démarche. Il y a un travail de fond qui a été fait pour identifier ces grandes tendances. Donc on retrouve la démographie, le changement climatique, le numérique, les nouvelles formes de travail. Et donc de ces grandes tendances, de cette veille que l'on a pu faire, de ces analyses du futur, des futurs possibles, on a
construit notre démarche prospective autour de 2 axes. Le premier, et qui est le fondamental, qui est vraiment le cœur de notre démarche prospective, c'est l'identification de 6 tendances lourdes qui vont arriver coûte que coûte. Donc l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos chantiers ou dans nos concessions, le changement climatique et la résilience climatique de nos ouvrages, les nouvelles formes de travail, les nouvelles mobilités. Donc vraiment des tendances où on se dit, bon, il n'y a pas le choix, ça va nous arriver, il faut que nous, Vinci, on se pose la question de comment ça va impacter notre business, notre activité, et derrière, quelle transformation ça va nous engager en termes de construction de nos business models, mais aussi en termes d'organisation. Aujourd'hui, d'un mode très désiloté, est-ce que demain, on n'aura pas à se reconstruire, transformer pour avoir une organisation complètement différente? Et donc ça s'anticipe, et donc c'est la raison pour laquelle Léonard aussi a été mandaté. Donc on explore ces 6 thématiques de travail, et la façon de faire, c'est qu'on réunit les top managers de Vinci, des différentes entités du groupe, pour avoir vraiment cette vision globale et de s'interroger ensemble sur comment cette thématique va nous impacter. Et une fois qu'on a creusé le sujet, donc par les études, par le travail de veille que l'on peut faire, mais aussi en allant échanger avec des experts hors de notre réseau, on arrive à construire cette vision prospective et conduire le groupe, ces managers, à le transformer en plan d'action opérationnel. Donc, par exemple, aujourd'hui, sur les nouvelles mobilités, une nouvelle expérimentation va être lancée sur la conduite d'un véhicule autonome en milieu rural qui va relier deux villes au fin fond de la Drôme, pour répondre aussi aux problèmes de transport dans les milieux ruraux. Donc voilà, typiquement, c'est comment de cette vision prospective en se disant le véhicule autonome va arriver, comment nous, on peut être un acteur de cette nouvelle mobilité. Et bien ça se traduit aujourd'hui par la mise en place d'un partenariat avec un constructeur de navettes et aussi avec une collectivité pour mener cette expérimentation de véhicules autonomes. Donc ça, c'est vraiment notre grand axe sur la prospective. Et puis est arrivé ensuite le Covid. Et là, en fait, ça nous... Je peux vous interrompre une minute. Moi, ce que j'avais comme question, c'est par exemple, devant le concept qui nous réunit aujourd'hui, parce que là, vous nous donnez des exemples, effectivement, d'innovation et de projection dans le futur, d'innovation dont on ne sait pas finalement totalement dérouler les issues, les applications, etc. Ce qui est évidemment le souci d'une entreprise, ça c'est clair. Mais est-ce que vous avez, comment dirais-je, est-ce que vous avez au départ cette réflexion sur les concepts de base de la prospective, voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que vous êtes complètement dans l'ouverture à l'incertitude ou bien plus dans l'innovation? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment y répondre? Ça va dépendre aussi des thématiques. C'est beaucoup plus facile de poser des questions. Ça va dépendre quand même beaucoup des thématiques de travail. Là, si je prends par exemple l'environnement qui est un de nos sujets, là on a une approche qui a été un peu différente des autres thématiques, où là, je pense que sur les autres thématiques on était plus proche de l'innovation, où on allait bien entendu explorer et comprendre le futur, donc c'est par exemple l'intelligence artificielle, et donc on va dire... on avait quand même une certitude que ça allait arriver sur nos chantiers ou dans nos concessions. Donc après, pouvoir décliner des projets d'innovation. Maintenant, sur d'autres thématiques comme l'environnement, où là, on est parti sur un environnement un peu plus flou. On a construit des scénarios prospectifs en se fixant donc une trajectoire qui était 2 degrés Celsius de plus en 2040, 2050. Voilà, quel impact sur nos infrastructures. Donc on est parti sur cette interrogation-là. Et donc là, on était un peu plus dans votre première partie. Vous voulez dire que vous ne croyez pas aux 2 degrés maximum en 2100? Vous voulez dire que ça va arriver avant? Moi aussi. Seulement. Ouais.
Je vous ai interrompu. Non, alors, sur le Covid. Oui, donc je voulais simplement mentionner par rapport au Covid et l'arrivée de cette crise qui est venue en fait perturber notre démarche prospective et la remettre en cause. On en discutait tout à l'heure avec Olivier. C'est vrai que quand cette crise arrivait, en tant que prospectiviste, on se fait OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on réagit? Comment apporter de la matière et de l'information auprès de nos collaborateurs pour les aider à prendre des décisions? On est tous dans le flou. Voilà. Donc on a passé beaucoup de semaines au sein de l'équipe prospective à se demander comment apporter cette matière auprès de l'équipe. On a réfléchi de toutes les manières. En fait, on s'est aperçu que finalement, peu importe le secteur d'activité ou la typologie d'entreprise, on était tous concernés par la crise du Covid. On était tous dans la nébuleuse et on avait tous besoin d'échanger là-dessus. Donc on s'est lancé dans l'organisation d'un workshop pour construire des scénarios prospectifs sur l'impact de la crise sur la ville et les infrastructures. Il fallait choisir un thème un peu général et large pour pouvoir englober différentes expertises comme l'assurance, la construction, l'énergie, etc. Et nous, de ces scénarios, de cette démarche-là, ça nous a été particulièrement utile pour s'interroger sur les tendances qui avaient construit notre démarche prospective avant, lors de la création de Léonard même, mais de regarder un peu aussi comment elles évoluent. Et en fait, notre constat, c'est de se dire, les tendances, il n'y a pas des nouvelles révolutionnaires qui arrivent, mais c'est plus une accélération de certaines qui nous arrivent, comme par exemple les nouvelles formes de travail. Et aussi, ce qui a été aussi marquant, c'est un peu des extrêmes. Et ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Enfin, moi, je trouve, on pourra en échanger avec Olivier, mais ce qui a été intéressant, c'est de se dire, les nouvelles formes de travail, télétravail, ça va être le nouveau mode ou pas? Est-ce qu'on va vraiment passer, est-ce qu'on va tous être délocalisés au fin fond de la Creuse parce qu'on est content, on est à la campagne, on a notre petit jardin et on va tous télétravailler, ou est-ce qu'on va rester plutôt focalisé dans le centre-ville, à Paris ou dans les grandes agglomérations? Donc il y avait vraiment en fait ce côté extrême qui a pointé le bout de son nez dans les tendances qu'on a pu discuter. Et l'autre point aussi qui nous a beaucoup interrogé par rapport à ça, c'est aussi, on en discutait aussi tout à l'heure et je le partage avec vous, c'est ce côté où en fait la crise du Covid, il y avait tout le monde qui avait un point de vue, il y avait tout le monde qui avait un avis, mais en fait c'était tous des opposés. Et pour se repérer dans l'ensemble des études qui ont été produites, ça a été quand même assez difficile. Donc pour repointer par rapport à notre thématique qui est l'incertitude radicale, on est, je trouve, de plus en plus dans un monde complexe et incertain, et la crise a accentué ce côté, ce caractère, et le côté radical, je trouve en effet que c'est aussi sur ce côté un peu des extrêmes. Donc voilà, on ne sait pas trop où on va. Mais c'est vrai qu'il y a eu un extraordinaire foisonnement, tout le monde a appelé ça le monde d'après, d'études, de projections, alors d'une part évidemment de constats sur ce qui nous amenait là avec le Covid, et puis aussi autour du fameux adage plus jamais ça, qui d'ailleurs est moins fort qu'avant, parce qu'on dit plus jamais ça, mais on est à peu près sûr que si, malheureusement, donc c'est un peu compliqué. Mais il est clair qu'il y a eu vraiment, et aujourd'hui sortent toutes sortes de livres, d'études, d'articles, etc. On a retrouvé le goût de la projection, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est le goût de la prospective, mais le goût de la projection, c'est très clair. On a retrouvé aussi, ça dit, le goût des territoires. J'observe que le gouvernement qui vient de se constituer dit territoire, territoire, territoire tout le temps. Ça avait commencé un peu avant. Et le livre de Bruno Latour, Où atterrir, en fait, est brusquement totalement remis, je trouve, au milieu de toutes les réflexions de la société, pour différentes raisons. La première, c'est que forcément, comme on a été confiné, il a bien fallu se confiner dans un territoire.
Donc ça, c'est la première observation. Deuxièmement, on a peut-être retrouvé le goût du territoire. Ça, c'est la grande interrogation. Vous qui travaillez sur les villes, c'est la grande interrogation. Moi, je ne saurais absolument pas dire où ça va basculer. Hein. Je veux dire, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Est-ce qu'on va rester et travailler beaucoup encore en télétravail, etc. Ou est-ce qu'on va avoir le goût de se retrouver, etc. Et troisièmement, les territoires, en fait, là, au niveau des politiques territoriales, se sont complètement affirmés pendant cette... après avoir été, dit-on, oubliés pendant 15 jours, 3 semaines. Et on dit, la solidarité, le soin, le care, d'ailleurs, ça se passe au plus proche, non pas des esprits animaux, mais des hommes. Et donc, c'est absolument là que se passe la vraie vie. Bon. Alors, je sais que tu es en train de préparer une chaire autour des territoires. Qu'est-ce que l'Institut d'études avancées, d'une part, et le théoricien des installations, d'autre part, que tu es, pensent de tout ça? Merci Bettina. Le territoire est important parce que c'est en fait plus petit et donc ça réduit le problème. Et le problème, une fois réduit, est souvent plus facile à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas de solution générale mais qui ont des solutions particulières. Et donc ça explique peut-être le retour vers une échelle plus appréhendable. La question qu'on se pose là sur l'incertitude radicale, c'est en fait que ça fait des siècles qu'on a progressé parce qu'on agit en fonction de la connaissance qu'on a. Donc en gros, on est sur le paradigme savoir pour prévoir pour agir. Bon. Et comme on essaye d'agir de plus en plus à long terme, on parlait tout à l'heure d'investissement à 20, 30, 50, 100 ans, hein, évidemment, on a besoin de savoir ce qu'il y a sur le long terme. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Keynes, et ça remonte à mes études d'économie il y a très longtemps, mais la pertinence de ce concept-là, c'est quand même le fait qu'à court terme, les producteurs connaissent leur système de production et donc leurs coûts et la demande qu'ils peuvent espérer. Et donc, en particulier, ils ont une expectations of proceeds, donc ce qu'ils peuvent récupérer avec la demande actuelle et la production actuelle, qui leur permet de s'embarquer en fait dans la décision de produire. Maintenant, à long terme, comme le disait bien Keynes, donc non seulement nous serons tous morts, mais surtout nous ne savons pas très bien ce qui va se passer. Et du coup, ça devient très risqué de prendre des décisions en situation d'incertitude. Et donc, finalement, par défaut, on risque de ne pas prendre de décision, ou simplement continuer. Alors, moi, je dirais, paradoxalement, on est là-dedans dans une perspective où le fait de ne pas savoir est perçu comme un manque, et donc comme crée une anxiété, un sentiment d'impuissance. Et je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, l'incertitude radicale, c'est le pouvoir absolu. C'est-à-dire que Max Stirner disait « si rien n'est vrai, tout est permis ». En fait, si rien n'est sûr, tout est possible. Hein. Et du coup, au lieu de se percevoir comme isolé face à un marché, un environnement qu'on ne contrôle pas, qui est quand même implicitement le schéma de l'économie libérale, hein, où je suis simplement face à une série de réactions en chaîne, où je ne contrôle rien et je ne peux jamais gagner contre le marché. Hein. Eh bien, si on revient en fait à la notion même de ce qu'est la probabilité, qui est la mise en forme numérique de nos savoirs, et non pas la constatation d'un état de fait, hein, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on sait et de quoi sommes-nous certains, hein. Et quand on y réfléchit, on a atteint un degré de maîtrise de l'environnement qui est assez important et qui fait que si on s'entend sur ce que sont les futurs que nous voulons construire ensemble, c'est-à-dire la notion de contrat, hein, nous sommes capables de créer une connaissance qui elle-même rend, non pas certaine toujours, parce qu'il peut y avoir des défaillances dans les contrats, mais très probable, hein,
le futur. C'est-à-dire que si tous nous nous entendons sur le fait que nous allons, en sortant, boire un verre, eh ben, ça va se réaliser. Hein. C'est la merveille, en fait, des prédictions autoréalisatrices, et c'est la merveille de l'approche constructionniste, hein, et qui est quand même ce qui nous a permis de faire ce qu'on fait, hein, puisque nous travaillons toujours par projet. Hein. Et donc, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que cette incertitude, hein, crée la nécessité de se concerter. Hein, et c'est bien ça qui manque actuellement, c'est de se mettre d'accord sur le futur que nous voulons construire. Alors ça, c'est une situation idéale. Si vraiment on était en situation d'incertitude radicale, il suffirait de se concerter. Hein, et donc de construire la connaissance nécessaire pour agir en confiance, puisqu'on sait que les uns et les autres, on va faire ce qui est nécessaire pour. Hein. Si effectivement on s'entendait tous pour réduire maintenant notre impact carbone et un certain nombre de choses, eh ben, on arriverait effectivement en dessous, peut-être pas des 2 degrés parce que c'est trop tard, mais au moins des 3. Hein. Bon. Malheureusement, nous le savons bien, il n'y a pas seulement une incertitude radicale, c'est-à-dire qu'on a une certaine incertitude et on ne sait pas si le niveau des eaux va monter de 10 mètres ou de 30 ou de 60. Hein. Donc, est-ce que c'est seulement les Pays-Bas ou les Pays-Bas et la France ou un peu plus. Donc c'est à partir de cet arbitrage entre il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas des incertitudes, hein, et puis il y a des choses qui sont encore laissées à la mesure de nous concertons pour faire à l'intérieur de ça. Hein. Donc on sait que ça va être au moins, je ne sais pas, 3 degrés. Comment on fait pour que ça ne soit pas 6 ? Là, c'est notre décision à nous. Et je pense qu'il faut arrêter d'être dans cette espèce de perspective. Oui. C'était déjà notre décision à nous. Il y a 25 ans, 30, mettons, d'arriver. Il y a 30 ans, on pouvait endiguer et on pouvait penser que le 2 degrés maximum était possible. Attends, Bettina, entre 30 et 60, il y a une marge. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que non, mais ici, on est à quelle altitude là ? Ici même, à quelle altitude sommes-nous ? 40 ? Je veux dire, selon que la banquise de l'Antarctique fond entièrement ou pas. Je me suis préparé à beaucoup de questions, mais pas celle-ci. Nous sommes dans 30 ans ou 60 ans ou pas sous l'eau, ici, hein, dans l'ancien site de la SN. Donc, ce que je veux dire, c'est la raison pour laquelle on a autant de mal à se concerter, c'est qu'on reste dans ce paradigme qui est que ça n'est pas nous qui décidons, c'est le marché, c'est le résultat d'une série de réactions en chaîne dont nous ne sommes qu'un tout petit élément. Si on commence à se concerter sérieusement, on change la nature du paradigme et nous maîtrisons d'une certaine manière les probabilités. Et il est peut-être encore temps de faire 30 mètres et pas 60. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, concertons-nous et éradiquons, cette incertitude radicale par la concertation. Et au niveau local, c'est quand même plus simple qu'au niveau national ou international. Donc, d'où les territoires. Oui. Pardon, allez-y. Ah, pardon, ça y est. Alors, moi, j'ai été très... ça fait très longtemps que je regarde le monde des assurances par rapport au climat, etc., qui a quand même beaucoup résisté pendant tout un moment, et puis là, qui est parti, je veux dire, hein, dans la signature de déclarations, les risques climatiques sont de plus en plus considérés par les assurances et intégrés au climat, et pas simplement les compagnies d'assurance comme Munich Re, etc., qui étaient un peu en avance à ce moment-là. Toutes les grosses compagnies d'assurance voient bien les risques, d'ailleurs. Au dernier Davos, elles l'ont exprimé de façon très très forte. Et en même temps, vous avez eu, justement pendant le Covid, cette polémique, en fait, que le risque pandémie, le risque économique dû à une pandémie n'était inscrit dans aucun contrat. Et ce qu'il y a vraiment, je trouve, de très passionnant dans votre métier, c'est enfin, je veux dire, finalement, tous les risques sont connus. À peu près tous les risques sont connus. Ce qui n'est pas connu, c'est s'ils vont vraiment être avérés. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça.
c'est la concomitance de la connaissance des risques avec l'espèce de paralysie devant le fait qu'un risque pouvait se transformer en réalité. Bon. Et ça, c'est votre part de prospective, si j'ose dire, parce qu'il y a une part de prospective qu'une compagnie d'assurance a, comme tout le monde, si j'ose dire. Voilà, qu'est-ce qui va arriver, etc. Et puis, il y a vous êtes absolument obligé de faire de la prospective sur la probabilité que ce risque s'incarne. Bon. Comment vous faites ? C'est une très bonne question, Bettina. Mais je vais y répondre. Mais avant, parce que je pense que c'est peut-être la seule fois où j'aurai l'occasion de parler de Keynes aussi. Moi, j'ai une formation d'économiste, donc j'ai étudié Keynes quand j'ai été en mes cours d'histoire de la pensée économique. Et je trouve que c'est super que vous l'ayez choisi et dans ce lieu-là, parce que chez Keynes, la question des anticipations en lien avec l'incertitude, elle émerge quand il s'intéresse à une figure qui est centrale dans son projet, c'est celle de l'entrepreneur. Donc je pense qu'ici, on célèbre l'esprit entrepreneurial et effectivement, il explique, il dit les entrepreneurs doivent essayer d'anticiper la demande à laquelle ils vont répondre. Et donc, il parle du concept de demande effective. C'est un point dans la tête des entrepreneurs, pas sur la demande actuelle, mais sur une demande qu'ils anticipent dans le futur. Donc, ça, très bien que vous ayez choisi ça en introduction. Et on sait aussi que Keynes, c'est aussi, ou en tout cas, les politiques keynésiennes sont aussi au cœur de la relance pour certains pays, notamment en Europe. Alors, pour maintenant revenir sur la prospective, les risques pour un assureur. Donc, effectivement, moi, je suis en charge de la prospective pour AXA. La première chose, c'est que donc, nous, le risque et l'incertitude, c'est notre métier, même c'est notre business, en fait. Alors, vous savez, après, on peut différencier le risque et l'incertitude. Souvent, on dit que le risque, c'est quand on arrive à affecter une probabilité sur une incertitude. Et donc là, on peut commencer du coup à le pricer et et notamment donc, en faire des contrats, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les assureurs, ils ont un rapport très ambivalent au risque. D'une part, on va vendre des contrats pour proposer à nos clients de se protéger de l'incertitude. Et d'autre part, il y a des grands risques qu'on ne souhaite pas affronter. Parce qu'il serait tellement systémique ou important qu'il mettrait à mal tout le modèle économique, pas seulement de l'assureur, mais peut-être aussi de la société. Donc on a toujours ce rapport un petit peu ambivalent. Alors sur la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour identifier ces risques, finalement est-ce qu'on peut les imaginer, comment est-ce qu'ils vont se réaliser. Donc on publie par exemple tous les ans, AXA publie un Future Risk Report où on a un classement des top risques des top 10 ou des risques que l'on fait auprès d'une cible à la fois d'experts internes et d'experts aussi de nos écosystèmes un peu externes de l'assurance où on va classer les risques. Et alors par exemple en 2019, la pandémie, elle était où ? Elle a été classée numéro 8, c'était intéressant, classée numéro 8 donc sur 10 et elle était remontée je crois quand même d'une place, donc on verra dans le classement de cette année, je pense que ça va être beaucoup plus haut. Alors après je ne sais pas si ça sera plus haut ou plus bas parce que comme c'est déjà apparu, etc. Le premier risque c'était le risque climatique en top numéro 1. Le deuxième, c'était le risque cyber. Et le troisième, c'était le risque d'instabilité géopolitique. Et d'ailleurs, on peut même parfois créer une liaison entre ces trois risques. C'est ce classement qui est donné à Davos, toujours en introduction. Ah, c'est possible, c'est possible. Oui, ça paraît en même temps. Je crois. Ouais. Donc l'assureur a ce rapport ambivalent au risque. Donc ensuite, pour revenir sur la prospective, qui est aussi donc, notre métier au sein d'AXA, nous, on partage finalement l'incertitude comme aussi la matière première de notre activité. Et après, je pense que dans une organisation, dans une entreprise, l'autre élément très important, c'est le temps, et le temps long. Par rapport aussi à la question que vous posiez tout à l'heure à Isabelle, je pense que la problématique en entreprise, quand on fait de la prospective, c'est comment on arrive à inclure cette perspective du temps long dans des enjeux business qui sont un petit peu plus immédiats. Ça, c'est vraiment un challenge. Et donc, nous, comment est-ce qu'on est organisé ? Donc, on fait de la prospective sur 3 domaines d'activité qui sont assez stratégiques pour AXA. Donc, d'abord, la santé. C'est un des éléments qui est de notre stratégie, de dire que pour des raisons aussi certainement liées à l'incertitude une nouvelle fois, notre stratégie, c'est de se désengager de notre dépendance au marché financier pour investir davantage le marché de la santé. On est présent dans le monde entier et parce que des fois les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire un assureur aille dans la santé. Pour donner un exemple très concret, en Afrique ou en Amérique latine, on ouvre des hôpitaux AXA. Donc bon, c'est pas un hôpital où vous allez vous faire opérer l'appendicite, mais vous avez accès à des infirmiers, à des médecins. Ça peut aller à ce niveau-là, aller dans la santé et dans un niveau d'intégration verticale en fonction de la place aussi du rôle de la partie publique dans ces zones géographiques.
Un autre élément qui nous intéresse beaucoup, effectivement, donc c'est tout ce qui est lié au changement climatique et à l'environnement. J'ai expliqué aussi pourquoi, parce qu'il y a des questions de soutenabilité aussi à long terme. Donc on a beaucoup d'engagement dans nos politiques d'investissement pour avoir aussi des offres qui sont cohérentes. On ne peut pas à la fois protéger des agriculteurs sur des aléas climatiques et en même temps avoir une politique d'investissement qui va augmenter ces effets-là. Alors ça peut paraître un petit peu cru dit comme ça, mais c'est ce même choix de cohérence qui a guidé le fait qu'il y a quelques années, on s'est désinvesti de l'industrie du tabac, par exemple. Parfois, ça peut être interprété comme étant de la communication ou de la corporate responsibility, mais c'est pas que ça. Il y a un vrai lien avec le business. Si on veut aller vers la santé, on ne peut pas à la fois soutenir les usines de Philip Morris. Il faut choisir un petit peu son camp. Oui, c'est même de la précaution, Oui. en fait. Hein. Et c'est aussi une manière de préparer le temps long. Et après, moi, l'autre élément qui me venait en tête en préparant nos échanges de ce soir, comme je le disais, voilà, le risque, c'est le métier d'un assureur. Là, on a découvert. Alors après, selon à qui on parle, les gens vont nous dire, mais oui, mais l'épidémie, la crise du Covid, beaucoup l'avaient prévu. Vous savez, il y a la fameuse conférence TED de Bill Gates qui décrit quasiment exactement la situation qu'on a connue. Beaucoup d'épidémiologistes avaient aussi alerté sur cette possibilité. Après, je pense qu'il faut quand même être modeste. Je pense que prédire, la moitié du monde confiné en 15 jours, pour prédire une telle rapidité de diffusion, c'était quand même un peu compliqué. Donc du coup, on s'appuie aussi là-dessus pour se dire, ça peut être quoi le prochain événement de ce type-là. Donc il y a effectivement tout ce qui peut être lié au climat. La question, c'est à quel horizon ça peut apparaître. Je pense une nouvelle fois, par rapport au risque que je citais, il y a le risque cyber. On en a discuté beaucoup en interne avec nos collègues. En termes d'effet, c'est celui peut-être qui pourrait être le plus proche de ce qu'on a connu. S'il y avait un risque cyber très puissant, je pense qu'on pourrait avoir une forme de confinement peut-être numérique, par exemple, qui serait, avec d'autres enjeux, qui serait assez proche de ce qu'on a connu là, avec le fait de devoir se confiner Quoi, chez le nous. confinement numérique? Imaginez s'il y a un risque cyber sur nos données ou sur la résilience des réseaux, ce serait le fait qu'on ne pourrait plus travailler comme on le fait aujourd'hui. Donc revenir, peut-être, je sais pas comment on ferait d'ailleurs, qu'avec du papier. Donc voilà, je sais pas comment on ferait. Il y aurait un vrai effet de lockdown et de ralentissement et de pause. Et Alors, juste s'il y a une épidémie plus un risque cyber avéré, ça risque de pas être drôle quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est un des. Vous savez, il y a beaucoup dans les cyberattaques, il y a ce qu'on appelle les ransomware. Donc, on installe sur des serveurs d'entreprises qu'on cible un logiciel pour bloquer un petit peu. Et c'est souvent les hôpitaux qui sont très, très souvent ciblés par ces attaques-là, parce qu'on imagine bien qu'il y a des données qui sont extrêmement précieuses et qu'il y a des choses en jeu et que c'est une bonne manière aussi de pouvoir être rémunéré à l'inverse. Mais juste peut-être que je voulais On juste. vous a réunis pour vous détendre avant les vacances. Ah oui, non, ouais. Tout ça. Moi, je m'en rends plus compte parce que quand on travaille dans l'univers d'assurance et du risque, on est très habitué finalement à voir ça et on est un peu parano aussi parfois, mais voilà. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à nos échanges de ce soir, c'est que on vit à la fois dans un monde, en tout cas la situation qu'on est en train de connaître nous montre que on est dans un monde qui est de plus en plus incertain. Et la prospective, c'est d'ailleurs aussi à ça. Vous savez qu'on parle beaucoup, on a déjà parlé des black swans, donc des signes noirs. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore un peu des signes noirs. C'est de dire que pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y avait que des signes blancs, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y avait des signes noirs dans l'hémisphère sud. Donc ce que ça veut juste nous dire, c'est qu'on a une capacité de compréhension du monde qui est limitée à nos outils actuels finalement. Donc c'est ça qui rencontre aussi dans la complexité. Et juste ce que je voulais dire, c'est qu'on peut à la fois avoir l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, et du coup on a du mal à gérer cette incertitude. Et on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de choses. Je voulais juste donner l'exemple d'un film que j'ai en tête, c'est le film Minority Report avec Tom Cruise, avec le prêtre Paul, dont le fait qu'il y a un service de police qui va arrêter les criminels avant qu'ils soient passés à l'acte. Et en fait, ce fantasme, on le retrouve on le retrouve dans les services potentiellement de renseignement, de surveillance, etc., de population. On le retrouve aussi dans des usages un peu numériques qu'on peut avoir, quand vous allez, je sais pas, sur un Amazon, un Netflix ou un Spotify, avec des algorithmes de recommandation, où on va presque savoir avant même que vous le connaissiez ce qui va vous plaire comme musique ou comme film ou les produits dont vous auriez besoin. Et on voit d'ailleurs aussi ça un petit peu apparaître dans le monde de l'assurance. J'en parlais tout à l'heure en préparant notre intervention. Dans les produits les plus innovants qui sont en train d'arriver dans le monde de l'assurance, c'est ce qu'on appelle l'assurance parametrix, qui est d'ailleurs lié souvent au climat. L'assurance parametrix, c'est un petit peu le rêve des assureurs et aussi des clients.
c'est de dire je vais proposer un produit d'assurance qui va se déclencher automatiquement en cas de si l'événement pour lequel j'ai souscrit, je me protège, est avéré. Et alors comment ça se passe? Je vous donne un exemple très concret. C'est par exemple je suis vigneron dans le Bordelais, et ben je peux souscrire à un service d'assurance où en cas d'épisode de grêle qui va être identifié par une source de confiance tierce à l'assureur et à l'assuré, et ben le vigneron va être automatiquement indemnisé parce qu'il y a un capteur sur le sol qui a identifié l'épisode de grêle ou parce que des images satellites... C'est un contrat avec Météo France, quoi. Ouais, ça repose sur une source tierce, mais ce qui est intéressant, c'est que l'assureur n'a pas à gérer les réclamations, les claims, c'est un petit peu ce qui fait peur aux assureurs, déjà parce que potentiellement ils risquent de devoir débourser de l'argent, mais surtout de les vérifier qu'ils déboursent à bon escient. Et puis c'est compliqué aussi côté client, parce que ça prend un petit peu du temps et c'est compliqué à remplir. Donc voilà. Donc il y a ce type d'assurance qui existe déjà aujourd'hui, qui vont se déclencher un peu automatiquement. Et là, l'idée, c'est aussi d'aller vers du prédictif. Donc une fois qu'on a des clients qui sont enrôlés dans ce type de contrat, c'est aussi peut-être de les avertir d'épisodes auxquels ils pourraient être exposés à l'avenir et pour qu'ils puissent s'en prémunir. Je voudrais vous demander à tous, avant qu'on puisse échanger, je voudrais vous poser une question. Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de voir l'incertitude radicale, tout ce qui est prospective territoriale, tout ce qui est prospective d'entreprise, etc., avec le Covid, c'est intéressant, avec le Covid, je veux dire. Qu'est-ce qui, comment dirais-je, en quoi votre esprit, non pas animal, mais prospectif, est-il ébranlé? Assez peu, hélas, en ce qui me concerne. Donc, moi, je pense que c'est très subjectif, ce que je vais dire. Ça n'a aucune prétention scientifique du tout. Je pense que, en fait, la crise du Covid ne fait que renforcer certaines tendances fortes de nos sociétés, notamment ce que je qualifierais d'intolérance à l'incertitude, qui est un des grands marqueurs, me semble-t-il, de nos sociétés, notamment le fait de laisser plus la parole aux experts, de s'appuyer plus sur les experts. Ça, c'est encore une tendance lourde. Le monde moderne est celui de l'invention de la technocratie, de la bureaucratie, par le souci de contrôler les choses. Or, voilà... comme je suis habitué à naviguer dans un monde d'incertitude radicale... Ça a été chahuté, les experts et les médecins. Oui. Parce que devant un virus inconnu, ils n'étaient pas d'accord, ce qui est normal. Ouais. Et le public a mal compris. Oui, je pense qu'il y a un besoin de certitude très fort. Je pense qu'une partie des critiques qui ont visé le gouvernement naissaient de ce besoin de certitude, de ce besoin de clarté, peut-être déraisonnable, mais qui est un des marqueurs de l'époque. Oui, je crois qu'il y a de ça. Et face à l'incertitude radicale, Keynes nous invitait en fait à nous méfier de deux écueils, qui est le premier écueil qui est l'inaction. Malgré tout, nous sommes contraints d'agir. Et le deuxième, c'est celui des rationalisations fallacieuses, c'est son terme. Il parlait aussi de charlatanisme mathématique. Nous ne pouvons pas faire comme si voilà, le futur pouvait être raisonné par les mathématiques. Ah, c'est joli ça, je vais retenir cette expression que je ne connaissais pas du tout. Le charlatanisme mathématique. C'est quoi ça, le charlatanisme mathématique? C'est-à-dire le fait de traiter le présent alors qu'on en sait si peu sur le futur. Et pourtant, le futur se construit donc à l'instant présent par des anticipations sur le futur le plus long, notamment la décision d'investissement, qui, comme cela a été souligné, nous enchaîne pour 30, 40, 50, 80 ans. Dans le vignoble, c'est 80 ans. Et ce sont des anticipations que nous sommes forcés de faire déjà à l'instant présent. Et donc Keynes, quelque part, plaide à la fois pour la réhabilitation du doute et de la vision, puisque finalement, derrière les esprits animaux, il y a une vision. Donc voilà, à la fois il faut pouvoir s'appuyer le plus possible sur les savoirs et en même temps prendre acte de la fragilité de nos raisonnements, une fragilité intrinsèque. D'ailleurs, l'incertitude ne pourra jamais être complètement éliminable, elle est inhérente à l'économie et elle a même un rôle positif à jouer aussi. C'est-à-dire que l'incertitude radicale est très ambivalente. Donc oui, elle est facteur d'instabilité, oui, elle est facteur de cyclicité de l'économie et en même temps, s'il n'y avait pas incertitude radicale, il n'y aurait pas de profit, par exemple, il n'y aurait pas d'innovation.
D'ailleurs, une des visions à la fois des post-keynésiens, qui est une école théorique, et des Autrichiens, qui est encore une autre école théorique, fait des entrepreneurs, des spécialistes du jugement aux incertitudes. Et c'est pour cela que nous avons besoin des entrepreneurs. Le rôle des entrepreneurs se justifie parce qu'il y a incertitude radicale. C'est leur rôle de triompher de ça, et justement d'avoir ces visions. Et d'ailleurs, c'est eux qui créent les marchés par les innovations qu'ils introduisent. Donc leur rôle est absolument capital. Et pour ceux qui ont mathématisé le réel au point d'en faire des modèles où tout est décrit par des équations mathématiques, donc Léon Walras, qui est un des grands pionniers au XIXe siècle, et au milieu du XXe siècle, le premier prix Nobel français d'économie qui s'appelle Gérard Debreu, nous disent bien que dans un monde où tout est probabilisable, il n'y a plus de profit. Ce qui est très paradoxal pour décrire une économie capitaliste dont le moteur est la recherche du profit. Donc tout ça pour vous dire que l'incertitude radicale a aussi un rôle positif à jouer. C'est ça qui permet le profit, et d'ailleurs les entrepreneurs sont là aussi pour être disruptifs, donc introduire des innovations qui vont donc introduire des incertitudes radicales. De même que la théorie de Keynes sur la monnaie fait de la monnaie l'actif le plus liquide, la liquidité par excellence. Or, l'attribut de liquidité sur les marchés financiers, c'est lorsqu'il y a des temps de haute turbulence, de haute incertitude, c'est ce qui est le plus recherché, la liquidité. Donc c'est une forme de protection contre l'incertitude. Mais cette forme de protection contre l'incertitude autorise aussi, incite à la spéculation. Donc là encore, on retrouve l'ambivalence. La monnaie est très ambivalente. C'est quelque chose qui nous protège de l'incertitude et ça crée des incertitudes par le fait d'inciter à la spéculation. Donc finalement, l'économie est une scène tragique, puisque ce par quoi on se protège de l'incertitude en génère. C'est pour ça que Keynes préférait la compagnie de Virginia Woolf à, comment dirais-je, à ses copains économistes. Isabelle, alors qu'est-ce qui a changé dans votre conception de la prospective ? Bon, je vais rejoindre ce que disait Sadi dans sa première intervention. En fait, c'est cette notion de, oui, on peut accepter de ne pas tout savoir. Et ça va, on peut quand même agir. Parce que c'est vrai que quand on est dans la démarche prospective, on a cette volonté d'éclairer sur les différents futurs possibles pour aider à cette prise de décision. Puis en fait, parfois, il y a peut-être une sorte de lâcher-prise à faire et de dire, en fait, on n'a pas besoin de tout savoir. Et l'idée aussi que c'est nous qui décidons. Et donc je rejoins vraiment votre propos parce que je sens aussi, c'est ça un peu la différence. Nous travaillons beaucoup avec les territoires, les collectivités, et on sent aujourd'hui que voilà, c'est nous aussi qui décidons, qui peut être force de proposition aussi pour aider au développement du territoire et dans un sens plutôt positif. Donc voilà, c'est vraiment à nous d'agir et d'être force de proposition et de co-construire avec les territoires. C'est vraiment ce que je ressors en fait de cet impact de la crise sanitaire. Oui, en fait, moi, ça n'a pas vraiment changé quelque chose, ça a plus renforcé soit certaines convictions ou des intuitions. Alors la première chose, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, c'est qu'on se dit qu'il y a eu une forme de momentum de la prospective, puisque tout le monde s'est mis à parler, et je vois cette expression du monde d'après, enfin en tout cas le monde d'après il a commencé en mars, il n'est pas quelque chose qui, voilà, il a déjà commencé, on est déjà dedans. Donc tout le monde a commencé à dire à quoi ça va ressembler, etc. Donc c'est un côté génial quand on fait de la prospective en entreprise, parce qu'on dit, voilà, notre métier c'est ça finalement, c'est ce qui vous intéresse maintenant. Après, moi je pense qu'il faut du coup faire preuve de beaucoup de prudence, parce que c'est complexe de comprendre le monde, de l'analyser, d'essayer de réduire l'incertitude. Et j'ai l'intuition qu'au moment où on est dans la crise, et on y est toujours, même si on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'on en avait au mois de mars, et probablement qu'en septembre, en octobre, on en aura beaucoup plus qu'on en a au mois de juillet, je pense que paradoxalement, on peut être dans de très mauvaises positions pour prendre des décisions ou pour croire ou pour essayer de dessiner à quoi va ressembler le futur. Il est encore plus incertain. Du coup, ça peut être un message un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire avant, parce que d'un côté, la prospective est très importante, mais c'est pas le meilleur moment pour faire des prédictions, même si j'ai pas ce moment-là non plus. Donc ça, c'est compliqué comme message à faire passer. Donc, voilà, donc être encore plus prudent, voilà, pour analyser ces signaux. Moi, c'est vraiment ce que j'en retiens pour le moment. Et après, juste pour un assureur, hein, comme ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on anticipe. Oui. Chez AXA, vous sentez comment vos dirigeants ? Vous avez l'impression qu'ils ont
comment dirais-je, vécu la première crise du XXIe siècle qui pouvait finalement mettre en danger. Hein, je veux dire, un jour, de grandes compagnies comme ça. Comment vous les sentez? Non, oui, mais c'est intéressant parce que, et pareil, et donc je reviens sur ce que j'ai dit avant, donc c'est ce que je dis maintenant, on est au mois de juillet, peut-être que je dirai des choses complètement différentes dans quelques mois, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de traumatisme actuellement sur les enjeux de notre business, pour être parlé clairement, par rapport peut-être à la crise financière qu'il y avait eu en 2008. En plus, ce qu'on anticipe, c'est que il y aura certainement des régulations encore plus importantes qui vont nous arriver à l'avenir. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est un peu comme une poupée gigogne, si vous voulez. Donc moi, je fais de la prospective pour AXA. Après, donc moi, je gère aussi l'incertitude. AXA gère aussi l'incertitude. Les régulateurs vont aussi mettre des règles pour aussi limiter les risques et gérer eux aussi l'incertitude. Donc on peut anticiper qu'il y aura des nouvelles formes de régulation après cette crise, probablement comme il y en a eu. C'est ce qui s'était passé après, en 2008. avec tout le prudentiel. Enfin. Exactement, avec Solvency II, etc. Là, en plus, ce que j'ai pas tout à fait répondu à votre première question tout à l'heure, mais notre président s'est exprimé pour dire qu'on devrait peut-être mettre en place un système comme il en existe pour les catastrophes naturelles, en gros, où l'État finance la moitié et les assureurs et des réassureurs financent l'autre moitié. Donc on pourrait imaginer un système un peu similaire pour la pandémie, qui existait dans certains contrats jusqu'à présent, mais personne n'y souscrivait réellement, peut-être certains dans l'événementiel, parce que c'était cher. Et voilà. Et après, il y a un effet, comme toutes les crises, un effet révélateur. Donc nous, les problématiques qu'on a pu rencontrer avec des personnes qui avaient des restaurants, notamment en France, en fait, c'est révélateur du fait que, oui, les contrats sont pas toujours très clairs. Pas toujours très, très clair ou très facilement compréhensible, que l'assurance, historiquement, c'est un modèle qui est très désintermédié aussi dans la commercialisation. Oui, puis c'était inimaginable que tout s'arrête comme ça. C'est ça aussi. La projection du grand confinement, personne ne l'avait fait vraiment. Je vous dis, moi, c'est à cette échelle-là, en tout cas, et à ce rythme-là. Moi, je pense que c'est ça qui était difficilement imaginable. Après, beaucoup vous disent, une nouvelle fois, je vous dis, on fait des rapports avec des risques très régulièrement, etc. Donc, on est quand même habitué à anticiper des situations qui peuvent être compliquées, parce qu'on est là aussi pour aider nos clients à les passer. Donc voilà, donc c'était aussi un révélateur sur le fait que peut-être les contrats n'étaient pas très clairs toujours, modèle très désintermédié, avec voilà, vous avez des agents qui peuvent vendre des contrats, des fois des courtiers, etc. Et tout ça, ce n'est pas un gage de transparence sur les engagements qu'il peut y avoir entre une compagnie et ses clients. Donc c'est des choses sur lesquelles aussi, bien sûr, voilà, AXA va travailler à l'avenir. Tu as dit qu'à prononcer le mot de contrat, tu trouves que cette affaire clarifie le contrat implicite avec la société ou au contraire l'interroge encore plus? Moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus, alors en termes économiques, alors il y a plein de choses évidemment qui m'ont frappé, etc., comme tout le monde, mais là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le comportement, c'est pas du tout ad hominem, du gouverneur de la Banque de France, qui fin avril, début mai, nous dit « ça va être atroce. La crise que nous allons subir, c'est absolument épouvantable. Préparez-vous à l'horreur. » Ça, c'était fin avril. Fin mai, il nous dit « écoutez, c'est très très grave. » Pas fin mai, mi-mai. Je pense qu'il se fait engueuler en fait. Et mi-mai, il nous dit écoutez, c'est très très grave, mais finalement, un tout petit peu moins que ce qu'on croyait. Et ce matin, il nous dit, alors, je pensais que la reprise véritable, c'est-à-dire l'effacement de la crise au niveau de la croissance, je pensais que ça arriverait mi-2022. Eh bien, pas du tout. Ça va arriver fin 2021. Donc, finalement, grosso modo, on en a pour une grande année. Voilà. Alors, j'attends avec intérêt qu'on en sorte fin 2019, si j'ose dire. Mais, voilà. Et alors, pourquoi je t'interromps en disant ça? Parce que s'il y a vraiment une institution qui devrait avoir des certitudes, entre guillemets, en tout cas proposer des certitudes, étant donné en plus aujourd'hui les règles prudentielles qu'on a, etc., c'est bien la Banque de France. Et la Banque de France, en 2 mois,
nous dit en clair, j'en sais rien, quoi. Si tu veux, la leçon pour les intellectuels, c'est une leçon d'humilité quand même. Enfin, si tu me demandes moi ce que ça a changé, c'est écouter plus, parler moins et faire un peu plus. Nous, la manière dont ça s'est passé, c'était très simple. C'est que on a eu un chercheur là, Zhang Xiaobo, qui est un économiste chinois, qui donc avant le confinement, une quinzaine de jours avant le confinement, nous fait une conférence sur comment ça s'est passé la crise du Covid en Chine, comment ont réagi les autorités et les problèmes qui sont en train d'impacter il a fait une énorme enquête, je ne rentre pas dans le détail, mais il nous a expliqué quel était l'impact en Chine sur les entreprises de la crise et ce qui commençait à avoir comme problème pour la fin de crise. Et donc, on voit ce truc-là, et nous, ici, on n'était même pas encore confinés, quoi. Et on s'est dit, mais nom de Dieu, si on écoutait un tout petit peu plus ce qui se passe ailleurs et qu'on communiquait plus, on gagnerait un temps fou. Parce qu'il expliquait toutes les erreurs qui avaient été faites par le gouvernement chinois et qui ont d'ailleurs été reproduites ici. Alors, bon, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait rencontrer à ce chercheur les autorités parisiennes, on a transmis les rapports à l'Élysée, etc. Bon, mais donc, certaines choses ont dû être prises en compte, je ne sais pas exactement lesquelles. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté immédiatement un réseau pour que tous les gens qui travaillaient qui lançaient des projets de recherche mettent ça en commun. Et donc, on a lancé le World Pandemic Research Network, WPRN, où tous les gens peuvent mettre en commun et commencer à collaborer. Alors que ce qu'on a vu, c'était que les gens se mettaient chacun dans son silo à répliquer les mêmes études mal cuites parce qu'ils essayaient de lancer les trucs pour publier le plus rapidement possible. Donc on a vu les pires choses que crée l'introduction du système compétitif, concurrentiel dans le domaine de la recherche, où les gens cherchent à faire de la publicité. Donc, ce que j'en tire, moi, de cette crise-là, c'est, il faut communiquer plus parce qu'on aurait gagné un temps fou. 2, que ça permet d'éviter de gaspiller de l'énergie, de l'argent dans les choses. Et puis qu'il faut arrêter si j'avais procédé normalement, je serais allé voir les ministères en disant, on voudrait monter ce truc-là, est-ce que vous voulez nous financer? Bon, on y serait encore. Nous, on a lancé le truc, ça a été fait en 2 mois, et d'ailleurs, il faut saluer le fait que le ministère, après, nous a donné de l'argent en disant, bravo, c'est bien. Agissons même. Agissons il y avait un tout de suite. livre qui était paru sur agir en temps incertain, je me souviens. Mais c'est exactement ce que vous dites. C'est malgré les incertitudes radicales, agissons. Il faut agir et il faut agir de concert. Et la morale de ce truc-là, et je salue le ministère de la Recherche, c'est qu'ils ont vu ce qu'on a fait, ils ont dit c'est très bien, ils nous ont donné de l'argent. Donc on a risqué de l'argent. On a risqué du temps et donc l'État, aide-toi et l'État t'aidera. Mais si tout le monde agissait comme ça, au lieu d'essayer simplement de se positionner de manière concurrentielle, comme on a vu la plupart des chercheurs, et à mon avis, on a vu la même chose sur les masques, enfin sur plein de trucs, mon Dieu, on gagnerait du temps. Et je pense que ce qu'on a vu là, alors je suis toujours prophète de mauvais augure, mais nous n'avons pas vu une crise, nous avons vu un gros incident sanitaire. On va voir la crise économique qui va arriver, qui va se déployer maintenant, et ça, c'est rien à côté de ce que vont être les crises climatiques. Les réseaux ont tenu, il y avait l'électricité, il y avait le téléphone, tout était là. Première crise climatique un peu sérieuse, il n'y a plus d'élec, donc il n'y a plus de réseau, donc il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus d'hôpitaux, donc il n'y a plus de transport. Bon, ça commence à devenir intéressant. On l'a vu en France 2 jours en 2000. En fait, 2 jours seulement, mais on l'a vu. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je suppose que vous avez quand même quelques questions sur, comment dirais-je, ce panorama d'incertitude. Est-ce qu'on a un micro pour madame? Non. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais tenir le micro en restant à 1 mètre parce que j'ai le bras très je pense que ma question, elle est plus pour vous à AXA. Est-ce que vous pensez que les assureurs ont des outils, des savoir-faire qui leur permettraient d'éduquer la population, la société dans sa diversité et dans sans regarder de trop près les spécificités et les stratifications? Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à apporter dans l'éducation de la société, pour qu'elle s'acclimate à l'idée d'un certain degré d'incertitude et de risque?
C'est une bonne question. Alors sur tous les aspects, éducation ou prévention en particulier en direction des clients, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Ça peut faire de différentes manières, et puis de la même manière on comprend bien comment ça peut aussi engager un cycle vertueux entre l'assureur et ses clients. Si les individus prennent moins de risques, ça va être un petit peu ça finalement, un petit peu l'éducation qui peut aussi leur être faite. Voilà, ça peut être intéressant pour eux et pour les assureurs. Ensuite, sur l'éducation en incertitude, alors, une nouvelle fois, je pense que ça nous intéresserait dans le cadre de ces actions de prévention. Après, je ne sais pas si on est les acteurs les plus légitimes à le faire, en sens, je ne sais pas si c'est nous que les individus vont écouter en premier. Le secteur de l'assurance, globalement, ne bénéficie pas d'un très haut niveau de confiance dans la société, pour être tout à fait transparent avec vous. Et après, ce qui est compliqué, moi je l'ai vécu dans un autre environnement, c'est que éduquer à l'incertitude ou éduquer au risque, c'est très anxiogène. Vous l'avez, c'est ce que soulignait tout à l'heure très gentiment Bettina quand je m'exprimais. Et je l'ai vécu. Et du coup, voilà, c'est compliqué, je pense, d'arriver à sensibiliser les gens sur des sujets qui sont un petit peu anxiogènes. Pas forcément très sexy. Je ne sais pas si ce sera en plus très facile de le faire à l'avenir, parce que peut-être que les gens vont avoir une forme de fatigue entre guillemets liée au Covid, à la situation qu'on vit, cet environnement qui est un petit peu pesant, la crise économique qui arrive. Donc, on le fait déjà. Certainement qu'on aimerait le faire plus, mais en tout cas, il ne faudra pas qu'on fasse tout seul, peut-être avec des partenariats, avec des organisations dont c'est le métier. Si je peux ajouter quelque chose, juste, ça c'est la version sympa. L'éducation. Ce que dit Attali dans une brève histoire du futur, c'est qu'on va tous utiliser des contrôleurs qui seront des choses qui surveilleront notre propre comportement et qui seront liés à notre contrat d'assurance. Donc c'est la version coercion, auto-coercion, mais elle est assez probable quand même. Ça c'est la problématique shakespearienne de l'assurance, c'est jusqu'où on peut aller pour personnaliser le contrat finalement, sachant qu'on a un principe de mutualisation. Et il y a des choses qui se font très bien, par exemple dans l'automobile, qui est une des grosses parties de notre business en France, notamment, où vous avez des systèmes qui s'appellent d'assurance de Pay How You Drive. Donc le how, pas as, il y a eu le Pay As You Drive, vous payez en fonction du nombre de kilomètres que vous rouliez. Le Pay How You Drive, c'est vous utilisez une application ou un capteur dans le véhicule et vous avez une prime en fonction de vos caractéristiques de conduite. Est-ce que vous accélérez fort dans les courbes, etc. Comment vous freinez? Ça calcule un score de conduite, et si vous avez une conduite qui est considérée comme étant bonne, à ce moment-là, ça peut réduire un petit peu votre prime d'assurance. Et moi, je me suis laissé dire que c'était déjà effectif. Ça pour le véhicule, ouais. Oui. Et la question, c'est que par exemple en France, pour des questions, on va dire, la loi ne me le permet pas, mais je pense qu'il y a aussi des questions d'éthique et d'engagement. Vous ne pouvez pas faire pour la santé, par exemple. Vous voyez, donc c'est pour ça que je donnais cet exemple-là à dessein. Effectivement, c'est la grande peur. C'est pour ça que personne n'utilise Stop Covid, etc. Moi, je veux dire, c'est qu'on travaille sur un prochain document qu'on sortira l'an prochain sur un document prospectif sur le futur de l'assurance avec une approche assez holistique. On fait des scénarios à 2040. Ce qui est aussi une manière du coup d'ajouter de l'incertitude, en tout cas un panorama très différent, de jouer sur l'horizon temporel. À 5 ans ou à 20 ans, on ne pense pas la même chose. Et on travaille sur un scénario autour de la santé, et on a choisi un scénario qui est très orienté par la technologie, des objets connectés. Effectivement, en imaginant une vision un peu dystopique, mais c'est plus pour faire réfléchir et discuter. On se dit, si les gouvernements sont sous pression, qu'il y a moins de budget et qu'on a des outils, des capteurs, etc., on peut aller vers une tendance où on va hyper responsabiliser l'individu et qui pourrait arriver sur des contrats qui seraient très, très individualisés. On ne dit pas que c'est quelque chose qui est souhaitable, mais du coup, c'est plus pour se questionner en disant, dans un monde comme celui-ci, quel serait justement le rôle aussi de l'assureur dans la société? Voilà. Merci pour cette conférence. Très intéressant pour tous les intervenants. Merci beaucoup. J'ai bien aimé la référence à la Renaissance que vous avez fait. Vous entendez mon accent. Je viens d'un pays où il y a une certaine importance à la Renaissance. Et je me disais, en même temps, la Renaissance, pour ce qu'on nous a appris à l'école, c'est quand même une période des grandes alternatives. Le Nouveau Monde, la nouvelle religion, l'Empire ottoman qui est une alternative au monde occidental. Or, nous venons d'un monde où, au moins jusqu'au Covid, on était de plus en plus dans la globalisation. Donc la question que je pose un peu à vous tous, c'est où est-ce que vous cherchez les alternatives?
pour votre réflexion de prospective. Je ne sais pas si la question est claire. Vous avez 1 heure chacun. Des alternatives en termes d'inspiration, vous voulez dire, ou en termes de... Je peux vous faire un exemple concret. Avec les Covid, toutes les personnes qui se sont formées avec la télévision ont découvert que les Covid étaient arrivés en mars en France, même si en Italie était déjà là, en Chine, etc. Toutes les personnes qui étaient connectées sur Twitter ont vu. Donc, ça, c'est une mini-alternative, d'accord, pour une source d'information. Mais à la base, juste il y a 40 ans, on avait une grosse alternative dans le monde. Le monde était divisé en deux. Il y avait 2 alternatives des 2 côtés du mur. Maintenant, on ne l'a plus. Donc, vous, dans vos réflexions, nous, on écoute répéter souvent « there is no alternative », etc. Bon, bref, je pense que ça fait partie de votre métier de penser aux alternatives. Si vous les cherchez, où est-ce que vous les cherchez? Ouais, je ne sais pas si je vais répondre... je pense qu'on a eu le même type de réflexion avec Isabelle avec la crise du Covid. En plus, quand on travaille en prospective, on aime bien classer un petit peu les tendances selon leur degré de certitude et leur impact. On parle des fois de drivers, en dessous il y aurait des tendances et en dessous il y aurait des signaux faibles. Nous, je pense au travail qu'on a fait, que l'on s'intéressait, c'est de se dire, ok, on a pris des tendances un peu fortes du type... à horizon 2050, 75% de la population va vivre en ville, par exemple, alors qu'aujourd'hui, c'est 57%. En 2050, on sera à 10 milliards, etc. Et on s'est dit, si on a appliqué un effet un peu Covid là-dessus, en disant, est-ce que ça renforce, est-ce que ça affaiblit, est-ce que ça challenge cette tendance? C'est ce qu'on a, nous, c'est un petit peu l'exercice auquel on essaie de se prêter. Et par exemple, je pense des réflexions qu'on peut avoir, qui est un peu croisée, ça peut être de dire comment est-ce qu'on va, à quoi va ressembler l'urbain demain? Est-ce que, parce que ce qui intéresse, enfin, pareil, mais c'est pareil, ce que je dis aujourd'hui, ça se trouve entre moi, ça sera complètement outdated, comme on dit, mais Ebola, par exemple, c'était une épidémie des campagnes, Covid, c'est une épidémie des villes. Est-ce que les centres urbains avec une forte densité, ça va être challengé à l'avenir? Est-ce qu'on va redesigner des politiques publiques d'aménagement qui vont être très différentes? Nous, c'est un peu comme ça qu'on essaie de réfléchir à des alternatives possibles. Et donc, est-ce que du coup, la prédiction de se dire en 2040-2050, on sera 75% à vivre en ville, est-ce qu'elle tient? Ou est-ce que les zones urbaines seront pareilles, ou peut-être plus étalées, par exemple? Nous, c'est un petit peu ce genre c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'étudier un peu des alternatives. Mais comme je vous disais, avec toutes les incertitudes qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce qu'on est on est un peu dans le brouillard. Et après, ce qui est intéressant, sinon, moi je pense que ce que j'ai vraiment découvert aussi avec cette période-là, on s'est rencontrés comme ça avec Isabelle. J'ai participé à beaucoup de démarches de prospective ouverte, collaborative. Je pense que c'est une dimension qui est extrêmement importante quand on fait de la prospective, parce que c'est compliqué. Il faut vraiment croiser les regards pour sortir de ses propres biais, pour accepter de se challenger. Et donc ça, c'est vraiment en termes de méthodologie et d'outils ce qu'on a pu travailler ces dernières semaines pour essayer de parler avec des gens, d'autres personnes qui ont un prisme un petit peu différent, pour voir comment ça nous éclaire d'une manière un peu nouvelle sur cette vision du futur. Pas grand-chose. Oui, je pensais aussi à ça. Il a bien résumé. En fait, je partage totalement ce que tu viens de dire. Nous, on a exactement eu la même approche pour étudier ces alternatives possibles. Oui, je ne sais pas si j'ai pas une réflexion décevante sur la question. Donc, les alternatives. Alors, si je me décentre du Covid, parce que hélas, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le Covid. Par rapport aux grands défis qui nous attendent d'ici à 50 ans, je ne suis pas sûr que ça ait changé beaucoup de choses, et notamment ma compréhension en tout cas du réchauffement climatique, c'est que c'est avant tout une question économique. C'est-à-dire qu'on peut d'ores et déjà s'attaquer au réchauffement climatique avec les technologies d'aujourd'hui, mais ça a un coût, ça nécessite une politique économique que l'on peut déjà mettre en œuvre. Si je dois prendre un exemple, l'exemple le plus frappant, celui des États-Unis, Jeremy Rifkin a chiffré le New Deal vert, c'est-à-dire l'impulsion par l'État d'une politique visant à remédier autant que possible au réchauffement climatique pour les États-Unis, qui est quand même le 2e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et donc il a chiffré ça à 460 milliards de dollars par an pendant 20 ans. Ce qui représente en fait assez peu de choses. Ça semble comme ça à chaque fois le fétichisme des nombres, qui est celui, beaucoup des médias nous ferait dire que 460 milliards de dollars c'est beaucoup, mais en fait ça ne représente que 2,3% du PIB, en sachant par ailleurs que le budget de l'armée américaine est de 730
38 milliards de dollars par an, que le budget de l'armée américaine représente le budget de tout le reste du monde réuni, et que même en divisant par deux ce budget, ce qui libérait énormément de ressources pour impulser le New Deal vert, laisserait quand même les États-Unis devant le principal concurrent qui est la Chine. Oui, c'est beaucoup en fait des questions de choix politiques qui peuvent être faits avec les moyens actuels. Par ailleurs, j'ajoute que les subventions aux énergies fossiles dans le monde s'élèvent à plus de 400 milliards. Si ma mémoire est bonne, c'est 428 milliards de dollars par an, alors que les recettes de la fiscalité écologique et des marchés de quotas, c'est 44 milliards de dollars. Donc, à fiscalité inchangée, on pourrait déjà cesser de subventionner les énergies fossiles, 428 milliards de dollars, et allouer ça au développement des énergies renouvelables. Donc, à l'heure actuelle, on peut déjà prendre des décisions qui nous permettraient de nous attaquer efficacement au réchauffement climatique, mais ça, ce sont des choix. Voilà, on peut peser dans les urnes là-dessus, et ça ne nécessite pas nécessairement de renverser la table et de changer de système économique. Nous pouvons déjà nous y attaquer avec les moyens actuels, avec le système actuel. Enfin, en tout cas, ce n'est que mon point de vue. Avec quand même d'énormes plans de reconversion dans l'emploi. Bien sûr, ça. non, mais c'est du long terme, bien sûr. Rifkin, on parle bien de plans sur 20 ans. 20 ans, c'est au-delà des échéances électorales, justement. Voilà, oui. Un peu, oui. Moi, j'ai une réponse j'ai pas une réponse, j'ai une proposition qui est liée à toute la réflexion qu'on fait sur la Renaissance. Effectivement, vous avez raison, il n'y a pas... quelle est l'alternative? Moi, je pense que profondément, l'alternative aujourd'hui, c'est la centralité de l'homme. En fait, la Renaissance a inventé l'humanisme. Voilà, l'humanisme, ça n'existait pas avant. Et ça a été la philosophie qui domine encore, hein, même si elle a été un petit peu ébranlée à la fin du siècle dernier, enfin au milieu du siècle dernier. Moi, je pense que c'est ça qui est en train à la fois de revenir et d'avoir un sens complètement différent. Revenir, regarder je veux dire justement le renouveau du soin, c'est quand même absolument extraordinaire. Je veux dire qu'on ait arrêté l'économie, je parle de la France, pour sauver, c'est horrible ce que je vais dire, mais que 30 000 vies humaines, je veux dire. Bon. Et le choix, il a été fait en 2 jours. Ceux qui ne l'ont pas fait sont dans le monde aujourd'hui en très grande difficulté, je veux dire. Bon, alors on verra si ça a des traductions politiques. Donc il y a à la fois une recentralité de la vie humaine, de l'humanisme, de l'homme, et en même temps une conception très différente de la centralité de l'homme, parce que arrivent aujourd'hui les dangers de la planète et que l'homme doit combiner ses désirs avec les limites de la planète. Donc c'est les deux. Et ça, je crois que le Covid a complètement accéléré ce changement, et moi je suis très passionnée par ce que ça va faire ensuite. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste un moment de conscience en fait, et puis après effectivement business as usual, hein, je veux dire ça, voilà, ou est-ce que c'est exactement comme les découvertes peu à peu étaient concomitantes des philosophes qui forgeaient peu à peu l'humanisme, etc. Je reconnais qu'on n'a pas encore trouvé Erasme, mais peut-être qu'il arrive. Oui, alors moi j'ai une question par rapport même, je vais rebondir sur ce que vous dites. Donc il me semble que ce que la période actuelle apporte, c'est l'incapacité de décider par soi-même, puisque plus personne aujourd'hui n'a, contrairement à la Renaissance, on avait des très grands scientifiques qui avaient finalement la totalité de la connaissance sur un des domaines. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc on est obligé d'être plusieurs têtes pour pouvoir prendre une décision. Et donc, par rapport à ça, vous avez dit quelque chose que j'ai bien aimé. Vous avez dit « éradiquons l'incertitude radicale par la concertation ». Voilà. Bon, donc ça, moi, j'ai noté parce que ça me paraît être quelque chose qui est finalement peut-être aussi à rechercher. Et ce que l'on observe, qu'est-ce qu'on voit? C'est compétition, individualisme, contrôle, croissance, profit. Ça, c'est ce qu'on voit partout, c'est ce qu'on entend partout.
Alors que, effectivement, la coopération et la confiance sont des éléments qui sont totalement, je dirais, probablement émergents. Voilà, peut-être une nouvelle époque. On ne peut plus décider par soi-même. Et ce que je vous pose comme question, c'est que, bon, là, on a parlé des modèles qui sont toujours un petit peu, finalement, une projection sur toujours un peu la même chose, rechercher des chiffres. Mais est-ce que vous cherchez, en tant que prospectionniste, des choses qui fonctionnent déjà, c'est-à-dire des éléments, des exemples, vous voyez, qui pourraient apporter cette fameuse concertation, pour les sortir de l'ombre et pour en faire des histoires? Est-ce que vous en avez raconté? Parce que forcément, il y a des choses qui existent. Hein, on parlait tout à l'heure des îles, voilà, de la Renaissance. Donc, est-ce que vous cherchez aussi ces pépites et de les extraire et, voyez, d'avoir une vision qui ne serait pas une vision, je continue à faire des prospections, mais une vision plus, je recherche ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train de se produire. Est-ce que vous avez des monographies prospectives? C'est ça, en fait. Pas pour l'instant, mais... Oui, il y a un certain nombre d'œuvres on va dire, qui ne sont pas des œuvres de fiction, mais qui utilisent, on va dire, un véhicule différent. D'ailleurs, on est en train de lancer, et Bettina est dans le conseil scientifique de ça, un truc qui s'appelle Futur Positif, qui va être un concours pour obtenir des histoires qui se passent en 2100 dans une ville vivable. Hein. Donc la sustainabilité est en arrière-fond. Et pour ça, il y a tout un comité scientifique de gens qui vont justement chercher les exemples de ce qui marche, qui ne sont pas seulement des exemples technologiques, qui sont aussi des exemples politiques. C'est très intéressant ce qui s'est passé là avec les 150, là, le comité, hein, parce que ça sort aussi d'expériences intéressantes sur ce qui s'était passé, par exemple, en Irlande sur l'avortement. On s'aperçoit qu'il y a des modalités de gouvernance, puisqu'on voit bien que la difficulté, là, c'est pas de savoir ce qu'il faudrait faire, on sait ce qu'il faudrait faire. La difficulté, c'est les moyens de se concerter pour le mettre en place. Et c'est pour ça que c'est plus facile au niveau local, parce qu'il y a moins de parties prenantes, et que moins il y a de parties prenantes, en général, plus c'est facile, parce qu'il y a moins d'intérêts divergents. Mais, ou en tout cas, les gens se connaissent, ils arrivent à... Donc, ce que vous mettez en évidence là, c'est que, malheureusement, ça fait, au moins depuis le rapport Meadows, et c'est 72, hein, on sait que c'est en train d'arriver, la catastrophe. Et pourtant, malgré tous les efforts extraordinaires des gens intelligents, des prospectivistes, on n'a pas été entendus. Pourquoi? Parce que contrairement, et là je parle en tant que psychologue, contrairement à ce qu'on imagine au pays de Descartes, savoir ne suffit pas pour agir. Hein. Ce n'est pas la connaissance qui fait agir, c'est la croyance. Et la croyance, elle vient avec des émotions, elle ne s'obtient pas avec des chiffres et des courbes, elle s'obtient avec de l'expérience direct. Et donc c'est avec l'art et c'est avec le récit, avec l'expérience que ça va passer. C'est quand même bien qu'il y ait la combinaison des deux, hein, par les temps qui courent. D'accord, parce que ok, l'effet Trump, c'est pas bon. Mais on est d'accord. Mais donc il faut alimenter en fait mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut alimenter ces histoires avec des choses qui sont solides et faisables. Mais malheureusement, si on veut faire agir les gens, il faut de l'émotion, et ça, c'est avec l'art et avec les histoires, avec la narration. Et donc, et d'ailleurs, ça commence à se faire, parce que je ne sais pas comment sont vos rapports de prospective. Moi, je suis dans différents endroits où je vois que le rapport de prospective fait tout ça, mais en fait, l'introduction, c'est 4 histoires. Hein, qui montrent justement ce que ça pourrait être, etc. Et donc on progresse de ce point de vue-là, on progresse lentement. Il y a des films qui ont fait probablement autant que le travail de comité entier, celui que vous citez Demain ou des choses comme ça, en font partie. C'est à nous aussi de trouver des récits et c'est à nous de mettre en place, quand vous disiez quels sont les exemples, il y a eu des choses et il faut savoir les mettre en récit et ça va être une partie de notre travail maintenant. La communication a changé. La communication scientifique, maintenant, se fait en vidéo. Hein. Qu'est-ce qui marche maintenant? C'est de faire un TED Talk, même si ça devient has-been de faire un TED Talk, mais ça a plus d'impact qu'une publi. Hein. Et ben, si on veut changer le monde, il va falloir utiliser le fait qu'on est dans un monde numérique, médiatique, différent, et c'est tout ça qu'on est en train d'essayer de faire. Et je suis sûr que vous... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, hein? On n'est pas dans un comité autour d'une table qui va produire un rapport. On est en train de faire quelque chose qui va circuler sur les réseaux. C'est parce que je te l'ai pas encore dit, hein.
C'est bon là, je pense. Ouais. Ouais, effectivement, nous on essaie de. Enfin, j'aimais bien tout à l'heure, vous faisiez référence aussi à la science-fiction et dans des démarches aussi de prospective ouverte. Il peut nous arriver de travailler avec des auteurs de science-fiction pour essayer de raconter un futur, donc pour avoir aussi un contenu qui soit un peu sexy d'une certaine manière, pour arriver à mieux communiquer dessus. Nous, on fait effectivement des rapports de prospective qu'on publie tous les ans, et ouais, on essaie de faire un effort aussi pour mettre dedans du design fiction, voilà, parce que c'est un rapport, ça c'est quand même très classique, il y a quand même peu de gens qui le lisent, donc on fait quand même cet effort à la fois pour avoir le plaisir de le produire et pour le plaisir de pouvoir communiquer dessus, voilà, de rajouter des exemples de design fiction avec par exemple des vrais faux exemples d'applications qui pourraient exister dans le futur, des scénarios ou des je sais pas, des vraies fausses coupures de presse qui racontent une histoire un petit peu dans le futur, voilà, pour essayer un petit peu d'attirer l'attention et de rendre un petit peu nos éléments un petit peu plus actionnables d'une certaine manière. Mais c'est pas un discours. Pardonnez-moi, c'est pas seulement un discours, c'est des actes. C'est-à-dire que on est tous là à avoir peur de faire des choses. En réalité, c'est pas si compliqué que ça, et on peut commencer à son niveau. Et vous la créez votre histoire en faisant quelque chose, hein, au niveau local, au niveau de votre immeuble, au niveau de votre entreprise. Mais là où moi je suis très très sensible à ce que vous dites, c'est que moi je connais énormément de gens dans des sociétés que je ne nommerai pas, mais qui sont des sociétés polluantes, tout simplement parce que leur activité est de produire de l'énergie qui, je veux dire, quand même fait vivre le monde, quand même, hein, je veux dire, mais détruit la planète. Ça, voilà, maintenant. Et vous avez dans ces sociétés très souvent des gens extrêmement éclairés, extrêmement au courant de tous les risques, extrêmement pointus, excellents, très souvent. Enfin, je suis sûre qu'on pense à des gens en commun. Et ces gens-là sont acculés à la schizophrénie, en fait. Hein, je veux dire, et je trouve qu'on a tous en ce moment une part comme ça, en fait, si vous voulez, qui est une part de conscience des problèmes, de désir de changement et d'être acculé à son installation, je veux dire, à sa propre installation. Et c'est ça qui est, je trouve, extrêmement compliqué à vivre dans notre société. Et je trouve que la période de confinement a été totalement symbolique de ça, parce qu'en fait, on était acculé à une réalité qu'on était obligé de subir, et qu'en même temps, du coup, vous aviez une espèce de soupape d'imagination, de projection, qui incarnait complètement ce moment très particulier où on en était. Et ce qui n'était absolument pas envisageable, on n'aurait jamais pensé que ça s'arrêter, c'était inenvisageable. C'est passé. C'est possible. Et puis, oui, on a trouvé l'argent qui n'existait pas. Hein. Je veux dire, il s'est passé des choses quand même étonnantes. Donc, je veux dire, les moments de crise, entre guillemets, c'est quand même des moments où justement on peut remettre en cause un certain nombre de choses. Et ça se fait dans l'action.
Et moi, j'ai toute ma vie été éduqué à faire des projets, on réfléchit d'abord et on modélise, etc. Et tu demandais tout à l'heure qu'est-ce que ça a changé, mais je me dis, il y a des fois, c'est quand même beaucoup plus facile d'essayer à petite échelle et on regarde si ça marche plutôt que de se prendre la tête, parce que quand on essaye de modéliser et d'imaginer, on le fait avec les modèles antérieurs, et ces modèles antérieurs, ils ne rendent pas possible l'action. Quelquefois, on est forcé à l'action, puis on s'aperçoit que là où on croyait que la porte était fermée, non, on peut passer quand même. Et je crois qu'il faut qu'on se libère un peu dans l'action. L'incarnation de ça a été un président de la République, ça a été le nôtre, mais d'autres ont sûrement dit, qui, entre deux phrases, a dit « quoi qu'il en coûte ». C'est quand même « quoi qu'il en coûte » chez les économistes, chez tous les décideurs, en fait. Quoi qu'il en coûte, tout le monde s'est figé quand même, je veux dire, voilà. Alors, quoi qu'il va en coûter, c'est autre chose, hein, je veux dire, il faut bien le dire. Mais le quoi qu'il en coûte est quand même, vous parliez d'alternative, c'en est une. Oui, alors, je vais prendre 2 questions, c'est tout, parce que je crois qu'il faut... voilà, oui. Oui, je me disais, est-ce qu'on n'a pas quand même aussi une problématique d'éducation et de transmission bien au-delà des politiques, des cercles de prospective et d'entreprise pour produire une génération qui soit un petit peu des générations qui soient un peu adaptées et matures. C'est-à-dire que là, on est entre nous, en train de dire qu'on est inquiet, qu'on a subi un confinement, qu'on a subi une crise, avec des personnes qui, en fait, nous, toi, Bettina, tu dis depuis très longtemps qu'on va subir des crises, etc. On y est, on est traumatisé, on a une génération qui est inquiète, mais en fait, les générations précédentes, pour d'autres raisons, elles étaient inquiètes. Quelle méthodologie on a, quels outils on a pour que, dès le plus jeune âge, on soit un petit peu mature et on ait des enfants qui sachent que le monde en crise n'est pas forcément un monde apocalyptique dans lequel ils vont pouvoir se débrouiller. Je pense que c'est une question essentielle. C'est d'ailleurs ce que vous disiez. C'est-à-dire, c'est très difficile d'éduquer les gens sur les dangers, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Et déjà, la génération des trentenaires a commencé sa vie en sachant, en étant imprégné du risque climatique, je veux dire, en fait. Hein. Et donc, déjà, ça change des mentalités. Je ne sais pas si je peux répondre un peu, participer. Pas de problème. Moi, j'aurais tendance à dire que, quelque part, c'est déjà fait. À ma toute petite échelle, je constate que... si j'emploie les grands mots, j'interagis avec 400 nouveaux étudiants chaque année. Ce que je constate malgré tout, c'est que la génération qui a aujourd'hui 18-24 ans est à un degré de conscience extrêmement aigu de la thématique climatique. Et clairement, ce qui se dégage, mais c'est un très large consensus, c'est que c'est un conflit de génération. Vous nous avez laissé une planète qui va dépérir, c'est à nous de faire quelque chose. Et moi, je trouve qu'il y a des ferments d'espoir vraiment très importants. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas du tout une vision de l'économie comme la science lugubre, hein, c'est la réputation de l'économie, mais je m'inscris dans une tradition théorique qui s'appelle l'économie politique, qui montre que derrière tout choix économique, en fait, il y a un choix du type de cité dans lequel on veut vivre. Donc ça, c'est une tradition qui, je pense, en tout cas c'est mon point de vue subjectif, a ses lettres de noblesse. Et j'ai toujours un discours vis-à-vis de mes étudiants, encore une fois c'est mon petit niveau, qui est très optimiste. On peut agir. Et d'ailleurs, les banques centrales sont très pragmatiques en temps de crise. Ça s'est vu en 2008, ça se voit maintenant. C'est-à-dire qu'elles réagissent avec alacrité, elles inventent des méthodes d'intervention inédites, hein, c'est des véritables inventions, et elles créent massivement de la monnaie, puisque la monnaie n'a pas été trouvée, elle a été créée en fait, et elles agissent, et elles remettent en cause leur cadre de pensée. Véritablement, en 2008, autant ça n'a pas trop changé de choses dans le monde académique en économie, autant les banques centrales se sont beaucoup plus remises en question, et maintenant font en sorte qu'elles aient une pluralité de modèles pour prévoir l'avenir.
Véritablement, quand vous regardez la Banque des Pays-Bas, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, même la BCE, qui était pourtant le temple de l'orthodoxie pendant très longtemps, même la BCE se met à vouloir se renseigner de manière prospective sur une pluralité de modèles et non plus se baser sur des seuls modèles où tout est probabilisable. Donc il y a une évolution des mentalités qui se fait déjà. Je suis d'accord, ce n'est pas suffisant, mais je trouve que voilà, plus on lit sur le sujet et plus on s'aperçoit que c'est possible malgré tout de changer. Et ça dépend, oui, c'est un choix de société. En fait, un jeu de mots un peu faible, je reconnais. Allez-y. Oui. Je crois qu'on doit arrêter à 19h. Et par ailleurs, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai une certitude, mais totale, c'est que je suis classée avec la... Vous aussi, hein, avec la clim. Et je ne vais pas tenir longtemps. Voilà. Juste une remarque sur l'éducation. Je pense que vous avez totalement raison. Si on se réfère à des sociétés de pays où la géographie impose des catastrophes certaines mais imprévisibles quant à leur survenue, toute la population est éduquée depuis l'âge de 3 ans à savoir quoi faire pour sauver le maximum de vies au moment de la matérialisation de l'aléa en général climatique ou tellurique. Donc, c'est pas notre cas, mais on peut apprendre des autres. Sinon, j'avais une question qui était plus par rapport à votre... Et là, je réagis plus par rapport à votre dernière remarque. L'économie est quand même très longtemps, ou en tout cas, elle donne l'impression de mettre beaucoup l'accent sur l'entrepreneur, l'individu qui doit prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Les crises, la sociologie nous apprend aussi que c'est des conjonctures fluides, que des choses possibles apparaissent et que beaucoup de choses naissent dans les crises et qu'elles ne sont pas seulement un phénomène de trou noir qui absorbe les énergies de la société, mais c'est aussi le moment de rebattre les cartes et de réarticuler les individus et les collectifs dans les sociétés. Donc, j'aurais aimé avoir votre sentiment sur cette approche-là. Oui, tout à fait, je ne peux qu'être d'accord. D'ailleurs, un changement majeur dans la pensée économique est intervenu suite à la crise de 1929. L'apparition de la théorie générale, les esprits étaient déjà mûrs, mais elle date de 1936, et c'est ce qui a impulsé véritablement un changement de paradigme économique. Le mot n'est pas trop fort, hein. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs ont parlé de révolution keynésienne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là est née l'idée que la macroéconomie, c'est-à-dire l'économie concernant les grands ensembles, le chômage, la croissance, etc., était différente de la microéconomie. Donc c'est la date de la naissance de la macroéconomie. Donc oui, les périodes de crise sont propices à des remises en question fructueuses et à l'émergence de nouvelles idées. Et donc oui, moi j'ai plutôt un sentiment optimiste oui, par rapport à ça. Écoutez, je crois que quand on a croisé l'optimisme, il faut s'y confiner. Et le prendre, comment dirais-je, prendre cette espérance, pardonnez-moi, comme quelque chose de très précieux. Pour conclure, en vous remerciant tous vraiment très, très chaleureusement, je voulais vous dire que c'est donc comment dirais-je, un lancement de ce que nous voulons faire un peu expérimental. Mais merci d'abord d'y avoir assisté, d'une part. D'autre part, vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre. Et j'ai répondu que, on le voit bien d'ailleurs hein, dans ces 2 heures, le foisonnement des idées, les interrogations tellement denses que ce à quoi nous aspirons, c'est à organiser cette pensée prospective autour d'un certain nombre de concepts particulièrement féconds. Moi, j'ai trouvé que celui-là, vraiment, incertitude radicale en était. C'est le premier et ce ne sera pas le dernier. Bonnes vacances.